Alors bonsoir à tous, merci d'être venus aussi haut. D'habitude on est au rez-de-chaussée, des fois pour les fumeurs ça fait un petit peu loin, 7e étage, mais on est content que vous ayez trouvé le chemin jusqu'ici. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'endroit, donc vous êtes rendu compte à la Gaîté Lyrique qui héberge sur une résidence le Templab. Ça va faire pas mal d'acteurs, donc c'est pour ça que je vais y aller progressivement. Depuis maintenant 6 mois sur une résidence qui se prolonge là jusqu'au mois de mars. Donc qui permet d'avoir un lieu pour se réunir une fois par semaine tous les jeudis soirs. Et donc on a la chance de pouvoir faire des choses qui sont un petit peu différentes de ce qu'on faisait au lieu de Vitry-sur-Seine qu'on avait jusque-là. Plus de rencontres, plus d'échanges. On reste sur les principes des hackerspace, c'est-à-dire quelque chose d'assez pluridisciplinaire, quelque chose d'assez ouvert, quelque chose où il y a beaucoup de gens différents qui viennent pour faire beaucoup de choses différentes, qui sont souvent des projets variés, sur lesquels ils se retrouvent et on peut se permettre d'échanger sur des projets généralement orientés nouvelles technologies et assez portés sur l'innovation. Ça c'est pour situer un petit peu le hackerspace pour ceux qui débarquent un petit peu des écoles d'archi et des écoles de design qui sont pour certaines présentes ce soir aussi ici. Au sein du Templab qui existe maintenant depuis 4 ans, il y a un nouvel organe qui s'est créé il y a quelques mois maintenant qui s'appelle La Paillasse, qui a un hackerspace également, donc sur les mêmes principes, mais qui s'est orienté sur la biologie. C'est assez nouveau en France, ça fait quelques années que ça existe à l'étranger. Mais voilà, ça a démarré, on a des jolies machines, donc on a récupéré de l'ancien laboratoire de la ministre des Eaux de Paris, merci beaucoup la mairie de Paris, qui nous a permis de mettre la main sur beaucoup de jolis matériels. Donc on a des choses à faire sur la biologie, il y a des ateliers qui sont en préparation, il y a le blog de La Paillasse que je vous invite à aller voir. La newsletter aussi du Templab et celui de La Paillasse pour avoir quelques petites informations sur les autres conférences et sur les gros ateliers qui vont se mettre en place là, pour la fin de résidence. Et par rapport à tout ça, donc, il y a des conférences qui se font une fois par mois, et ce mois-ci on a le plaisir d'accueillir Christine Guimbretière de l'EPEA de Paris, qui va nous parler un petit peu du Cradle to Cradle. Moi je suis une petite formation dans l'environnement, ça fait pas mal d'années qu'on présente des choses qui sont souvent très polarisées, c'est-à-dire qu'on a des choses qui sont forcément très bien ou très mauvaises dans la façon qu'on a de présenter les solutions environnementales aujourd'hui. C'est pas forcément une bonne chose, on a eu le cas avec les ampoules à économie d'énergie qui était fabuleuse, puis d'un coup c'est devenu quelque chose d'absolument monstrueux. Le diesel c'était pareil, il y a beaucoup de choses comme ça sur lesquelles on a des allées et venues qui sont assez dramatiques parce qu'on rentre assez peu souvent dans la partie technique. Ce que je trouve vraiment enthousiasmant avec le Cradle, c'est qu'il y a des choses qui vont un petit peu en profondeur. J'ai découvert ça il y a quelques mois maintenant, suite à une petite visite sur le site de Greentech Énergie, qui est un site qui fait pas mal de choses intéressantes. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le Cradle, et d'après ce que j'ai vu, il y a très très peu de choses qui se fait aujourd'hui en France, d'après ce que moi j'ai pu voir en tout cas. Et donc ça me paraissait intéressant d'avoir une présentation de ce que c'est, de pourquoi ça peut être intéressant, de pourquoi on est aussi en retard en France aussi, parce qu'il y a quand même des choses qui sont faites qui sont très avancées dans les autres pays. Donc voilà, je vous laisse avec Christine pour la suite. Bonsoir, je suis Christine Guimbretière, je suis la directrice et la fondatrice de EPEA Paris. EPEA, c'est un petit jeu de mots que Michael Brandgart a utilisé il y a déjà à peu près 25 ans. Il existait l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, et donc lui a créé l'Agence pour l'encouragement à la protection de l'environnement. Il estimait qu'en fait tout ce qui était mis en place n'était pas suffisant, donc il s'est dit bah, tiens, je vais les encourager, et donc je vais créer une agence qui va encourager l'Agence pour la protection de l'environnement. Donc EPEA Paris, ce sont ses initiales, c'est en anglais, de High Agency. Donc j'ai créé cette entreprise il y a 1 an, mais en fait nous appartenons à un autre petit groupe qui s'appelle Integravision, et je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure parce que en fait Marc m'a donné une bonne introduction concernant l'évolution et le fait que effectivement tout n'est pas réussi du premier coup, et on va le voir pourquoi. Et puis le Cradle justement inclut le fait que tout n'est pas réussi du premier coup et qu'on va en progressant
au fur et à mesure du temps. Donc merci beaucoup pour être venu. Je sais qu'on s'attendait à être à un autre endroit et donc la Gaîté Lyrique s'est excusée de ne pas pouvoir vous recevoir dans un environnement différent, mais j'avoue que j'apprécie beaucoup celui-ci également. Donc on va passer 1 heure ensemble. Si vous avez des questions à poser, très simplement vous les posez au fur et à mesure. Parce que moi j'ai l'impression que je comprends ce que je dis, ça me paraît évident de mon côté. C'est toujours intéressant d'avoir des retours de votre côté et simplement de m'interrompre si vous n'avez pas compris. Alors une amie m'a juste donné un conseil, elle m'a dit surtout sois pragmatique dès le départ. Donc ce dont on va parler de l'histoire de ce t-shirt. Voilà, donc là on va être très concret. Hein. Voilà un t-shirt ici qui est en coton. Et on va regarder pourquoi celui-là est cradle to cradle. Et puis on va aussi raconter l'histoire de cette moquette, qui n'est pas en laine, et qui est aussi cradle to cradle. Donc là, on est bien dans le concret, on va parler de concept, on va parler de philosophie, mais au final, on va quand même arriver sur la vie d'objets qui jalonnent la vie de tous les jours de beaucoup de personnes dans le monde, et pas encore suffisamment à mon goût de français, mais on va regarder pourquoi. Alors j'aime bien commencer par ça, puisque c'est absolument pour répondre à ce que vient de dire Marc, à savoir que depuis le Big Bang, alors je dis le Big Bang, hein, vous mettez ce que vous voulez derrière, il n'y avait rien, d'un seul coup il y a une planète qui est arrivée. Je sais qu'ici il y a des scientifiques, donc je ne me permettrai pas de mettre de date. Je ne suis pas ici pour polémiquer sur Big Bang, pas Big Bang, je sais simplement qu'à un moment donné il n'y avait rien et maintenant il y a quelque chose. Et puis il y a une civilisation humaine qui est apparue, on la met aux environs de 100 000 ans. Et puis à cette époque-là, en fait, on était complètement dans la survie. La source que j'utilise là, ce sont les travaux de Don Beck. Pour ceux qui sont vraiment intéressés sur l'évolution des cultures, je vous conseille vivement d'aller voir ces travaux. Là, on en fait un résumé tout simple, mais juste pour expliquer comment le développement durable a émergé, est arrivé, où on en est et où s'inscrit le cradle to cradle. Donc je vais passer assez vite. Là, l'idée, c'est de se dire... Est-ce que ça marche ? Donc on commence ici, hein, par l'archaïque, le préhistorique, et puis petit à petit les cultures ont évolué, et puis on arrive dans les civilisations qui sont dites magiques ou tribales, c'est-à-dire qu'il se passe des événements extérieurs qu'on ne comprend pas, on en est des victimes, mais petit à petit va apparaître au milieu de tous ces personnages des guerriers qui sont un petit peu plus forts que ceux qui sont dans la magie pour l'instant, et donc va arriver une autre civilisation qui va mettre beaucoup de temps à émerger, hein, puisque on a démarré ici à 100 000 ans et puis ici 10 000 ans. On a mis 90 000 ans à voir arriver les premières civilisations dites guerrières, où là on parle ici d'eux-mêmes. Lorsque l'on parle de l'ADN, on parle de gènes pour les humains. Pour les sociétés, l'unité de mesure c'est le même. Donc on peut regarder à travers le temps la façon dont les sociétés évoluent, comment les personnes interagissent entre elles. Et donc là, je vais exprès vite parce que je sais que ça va peut-être pas vous intéresser plus que ça, mais c'est intéressant de voir l'évolution dans le temps. Là, ici, on est sur l'individualisme, la passion, le courage, l'agressivité. Un homme fort qui sort du lot et puis qui va prendre le pouvoir et en fait, qui va répondre au même précédent où il n'y a que des personnes qui sont plus ou moins victimes d'éléments incontrôlables qui sont à l'extérieur. De nombreuses années ensuite, 5000 ans après, les sociétés vont commencer à s'organiser, va émerger les grandes religions, va émerger le besoin d'armée, va émerger le besoin d'organiser l'ensemble. Et donc on va voir apparaître les grandes traditions religieuses que l'on connaît maintenant, hein, c'était à peu près il y a 5000 ans. Et puis là on se dit, on aime les règles, on aime la discipline, on aime la moralité. Et évidemment, tout ça c'était pour répondre au même précédent. Vous aviez des guerriers sanguinaires qui combattaient les uns contre les autres. Pour répondre à cette société est arrivée l'ère de l'entrepreneuriat. On est au siècle des Lumières, on est plus particulièrement en France, c'est là que ça a démarré. Commence à arriver la raison, la science, le matérialisme, et on voit émerger là, à ce moment-là, l'économie. On commence à voir arriver les entrepreneurs, l'idée qu'on peut commencer à utiliser de ressources, qu'on peut utiliser à commencer des humains, et qu'avec tout ça, on va faire de l'argent. Ça, bien évidemment, pour répondre au même précédent, qui était entièrement contrôlé par les grandes religions, entièrement contrôlé par l'armée.
pour répondre à ce même orange entrepreneurial, a émergé il y a à peu près 150 ans, quelque chose de complètement différent et qui est arrivé en Europe et que vous voyez plus particulièrement en Europe du Nord et aux États-Unis, ce qu'on appelle le post-modernisme, c'est-à-dire le pluralisme. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque vous voyez des Français qui se parlent, très souvent, alors là ici j'imagine c'est un groupe qui est très bien formé, tout le monde se parle, s'entend bien, on sent qu'il y a quand même une bonne ambiance, la plupart des personnes qui sont ici. Très souvent lorsqu'on émet des avis, on va plutôt aller contre. On ne va pas écouter spécialement l'avis des autres, on va être les uns contre les autres. On va être chacun dans son point de vue, chacun enfermé dans ce qu'il pense, dans ses propres idées. Et puis bon an, mal an, la façon dont on va fonctionner, on va tenter d'arriver à des accords, mais on est plutôt quand même les uns contre les autres. Là, le postmodernisme apporte quelque chose qui est complètement différent, c'est le pluralisme. La capacité à se mettre à la place des autres, à écouter ce qu'ils ont à dire, et puis à se faire un point de vue ensemble. On arrive dans un collectif. Là, ça devient intéressant parce qu'on peut commencer à travailler ensemble, mais le sujet, là, du postmodernisme et de tous les mêmes qui sont précédents, comme c'est toujours en réponse, ça émerge toujours en réponse de quelque chose qui est moins bien développé, alors on l'exclut. Donc, par exemple, ici, si j'exprime ma capacité à vouloir faire de l'argent, à faire du business, à avoir une grande entreprise, ça va être méprisé par le postmoderne qui dit mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça qui est intéressant. L'argent, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on soit un ensemble. Le postmoderne, ou le moderne, pardon, lui, il va dire bon, ça suffit, on arrête de s'intéresser aux religions, on arrête de s'intéresser aux grands courants, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai de l'argent à faire, je me fiche complètement des ressources que j'utilise. Moi, mon but, c'est de faire de l'argent, donc je me fiche complètement de ce qui se passe dans les niveaux de conscience qui sont précédents. En fait, ici, ce qu'on commence à voir émerger dans les cultures ici, ce sont des niveaux de conscience qui vont tous se répondre les uns contre les autres et qui vont émerger de cette façon-là en réponse à quelque chose qui n'allait pas dans le même précédent. Ensuite, l'intégral cognitif qui a débuté il y a une cinquantaine d'années, qui n'est même pas visible encore. Certains philosophes commencent à en parler. C'est un monde où il serait possible d'avoir tous des idées différentes, mais d'être tous dans un collectif. C'est un monde où on peut tous être autonomes et en même temps un, où on peut vivre, être complètement ensemble, avec des buts différents, mais néanmoins s'entendre sur les ressources en particulier, mais sur les idées également. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, c'est ces différences ici de niveau, ici, qui ont fait, et là, oh surprise, les Français, on est plutôt dans les structures orange, dans le même orange. C'est ça en reconnaissant en nous, hein, le fait d'avoir du mal à accepter que les autres puissent avoir des opinions différentes. Là, vous avez les pays, des pays qui ont participé au sommet européen, et ça vous montre une des raisons pour lesquelles le sommet de Copenhague, par exemple, n'a pas fonctionné. C'est que personne n'a de capacité à écouter ce que les autres disent. Personne ne peut vraiment entendre ce que les autres disent. Ah non, je vous écoute. Non, mais si vous voulez... Non, je sais pas, quand vous parlez des Français, c'est très large quand même, les Français, rien que les Français. C'est-à-dire c'est un gros panier quand même. C'est des grandes généralisations. Gros panier, quand même. Ouais. C'est des grandes générations. Ouais. C'est quelque chose qui a été mesuré. On est quand même majoritairement encore dans la façon dont on se parle les uns les autres et encore beaucoup dans l'argumentaire et pas encore dans la pluralité. Alors ici, effectivement, on est dans un environnement ici qui est très dans la pluralité, c'est quelque chose qu'on peut voir dans la façon dont on se parle tous les uns les autres. Il faut quand même voir que lorsque l'on voyage beaucoup en France, il y a encore beaucoup de personnes qui sont toujours dans l'argumentaire les uns contre les autres et qui ont du mal à s'entendre pour travailler ensemble. J'ai l'occasion de travailler beaucoup sur le terrain dans beaucoup d'entreprises. Le principal arrêt dans l'évolution de l'entreprise, c'est justement la difficulté des personnes à travailler ensemble. Et c'est basé sur le fait qu'on est dans l'argumentaire les uns contre les autres, plutôt qu'ensemble vers un projet commun. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le sommet de Copenhague, et c'est là qu'il faut en venir, le sommet de Copenhague n'a pas fonctionné, puisqu'à partir du moment où vous avez des personnes qui ont des niveaux de conscience différents, avec des perspectives différentes, avec des objectifs différents, tout simplement, on a des difficultés à s'entendre sur l'unique ressource que nous partageons, à savoir la planète. On n'en a qu'une, mais tout le monde ayant des vues différentes et des valeurs différentes à partager, on a beaucoup de difficultés à s'entendre. Juste pour répondre à votre question,
Si on regarde maintenant, il y a des études très sérieuses qui ont été faites sur la façon dont la population les populations se répartissent en fonction de ce qu'on a vu précédemment, à savoir, est-ce qu'on a une capacité à s'entendre tous ensemble et à gérer nos ressources ensemble, ou au contraire, on est tous en compétition les uns contre les autres pour gérer les ressources, on se rend compte que là on voit les pourcentages de la population mondiale où nous sommes les moins nombreux pour l'instant sur la planète, puisque on va dire qu'on représente ici les 15, 5 et 1% qui sont là. Donc on a à peu près 21% de la population humaine qui a cette capacité, parce qu'aussi elle en a les moyens. C'est aussi ça qu'il faut voir. On en a les moyens, on n'est pas dans la survie en permanence. À partir du moment qu'on n'est pas dans la survie, on peut être dans l'entrepreneuriat, on peut commencer à vouloir travailler ensemble, mais ce qui est intéressant, c'est que même si on n'est que 21% des individus à être dans ces perspectives-là, on représente 71% du pouvoir politique sur la planète. Donc on voit, ça explique aussi l'état de fait, à savoir toutes ces grandes sociétés dans lesquelles nous sommes. Et pour lesquelles, vous savez qu'en Californie, il faudrait 8 planètes pour pouvoir vivre au niveau de vie californien. En fait, c'est tout simplement ça qui est retracé d'une façon différente. Le pouvoir et la richesse, le pouvoir politique et la richesse appartient à un nombre de personnes beaucoup plus petit. Ça, on le savait, mais c'est bien de le voir aussi en termes de perspective, parce que ça ne veut pas dire, mais ça, vous saviez que la richesse et le pouvoir vont de pair avec la sagesse, et c'est ce qui explique aussi toute notre difficulté à pouvoir faire entendre les sujets de développement durable. Et le Cradle to Cradle, lui, a pour but et objectif de faire comprendre qu'il n'y a qu'une seule planète et qu'il faut la chérir et qu'il faut la partager. Et je vais vous montrer comment. Pour repartir dans ce type d'évolution également et voir d'où nous venons et vers où nous allons, là ce sont toutes les capacités ou les perspectives que l'être humain a eues à comprendre l'environnement. Donc on est parti, vous vous rappelez du premier mème belge, où on est en préhistoire, on est dans la survie complète. Et comment est-ce qu'on voit la nature à ce moment-là quand on a un être humain? C'est écrit nulle part, hein, mais on l'a imaginé. Comment est-ce qu'on voit la nature à ce moment-là? On la voit tout simplement comme source de danger. L'être humain, au démarrage, voit la nature comme source de danger. Puis, ça c'est le côté magique, tribal, l'homme, l'être humain, en fusion avec la nature. Puis, petit à petit, on commence à comprendre comment fonctionne la nature. On va commencer par dominer la nature. Ensuite, là c'est le siècle des Lumières, on va commencer par la domestiquer pour la rendre belle. Donc on la domine, puis on la rend belle. Ensuite, on se rend compte que c'est une ressource que l'on imagine inépuisable à l'époque. Parce que là maintenant, on a un regard très sévère sur tous les problèmes environnementaux, ce que je peux comprendre. Mais à une certaine époque, on n'imaginait pas la finitude de la Terre. On avait une ressource qui semblait inépuisable, et à cette époque-là, on a commencé à produire des biens qui semblaient être inépuisables. C'est important parce que si on veut commencer à travailler ensemble et être une solution dans nos entreprises, ou dans les combats que nous menons, ou dans les associations où nous sommes, c'est intéressant aussi de partir du principe qu'il y a une bonne raison au problème environnemental que nous connaissons maintenant. Pas être contre en permanence, ça c'est essentiel. Comment est-ce qu'on va pouvoir entraîner les entreprises avec nous à travailler si on commence à les montrer du doigt? En fait, tout ceci a une bonne raison. Et à cette époque-là, on a pensé qu'on pouvait de façon infinie exploiter les ressources. Puis est arrivée l'idée du développement durable. Ah, il n'y a qu'une seule planète, les ressources ne sont pas infinies, voire on va même vers une fin des ressources. Et à partir de ce moment-là, la première réponse a été « Ah, je vais consommer moins de ressources ». En 87, 87, Michael Brongart, qui est donc à ce moment-là directeur de la section chimie de Greenpeace, il est allemand, est enchaîné sur un toit, Axo Nobel, en Allemagne, et il est là simplement pour contester et dire on arrête de polluer la planète de cette façon. Et donc il est enchaîné sur un toit. Et puis d'un seul coup, il réalise et il dit mais est-ce que c'est très pertinent d'être contre ceux qui ont le pouvoir et l'argent?
il y a peut-être un autre moyen de s'entendre. Et il commence à se dire, tiens, si j'utilise le pouvoir, la richesse de ceux qui utilisent les ressources et qui nous polluent, si je les utilise, si je les forme, si je leur montre comment faire, on va peut-être pouvoir créer quelque chose de différent. C'est à peu près à cette année-là qu'il se déplace aussi aux États-Unis et qu'il va rencontrer un architecte qui s'appelle Bill McDonough et qui, lui, rêve de faire des villes en forme de forêt. C'est un passionné de la nature et il se rend compte très très tôt que la nature fonctionne de telle sorte qu'elle est bénéfique pour l'ensemble de son environnement. Et puis il regarde les arbres et il se dit, mais pourquoi est-ce qu'éventuellement on ne commencerait pas à construire, nous, nos maisons, comme des arbres, et du coup nos maisons feraient des forêts. Ces deux personnes-là se rencontrent dans les années 90 et ils créent ensemble le Cradle to Cradle, qui est donc une éco-conception complètement différente. Et j'ai mis un petit peu de temps pour arriver là, pour que ça ait du sens. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Il y a eu toute une évolution depuis le démarrage, depuis l'espèce humaine jusqu'à maintenant. Il y a eu toute une évolution dans la capacité à appréhender les ressources, la capacité à appréhender la nature. Il y a une évolution qui s'explique par là où on en était dans notre compréhension. Et là maintenant, ce qu'on veut faire, c'est le passage suivant, c'est aider les entreprises, et nous tous, à comprendre qu'il y a la possibilité d'éco-concevoir d'une façon différente, non sans rejeter tout ce qui a été fait jusqu'à présent, parce qu'il y a des bonnes choses, et on va les garder, mais en les incluant et en les faisant complètement différentes dans notre façon de penser. Et il venait d'inventer le Cradle to Cradle. Alors, qu'est-ce que c'est le Cradle to Cradle? En anglais, on a décidé de garder ce mot-là, on aurait pu l'appeler du berceau au berceau, mais en fait, le Cradle to Cradle, c'est vraiment le nom qui porte dans le monde entier. On n'a pas voulu se différencier parce qu'on était français, alors c'est pas forcément facile à retenir aux gens qu'on vient. On a quand même décidé de garder ce nom-là. Donc, ce qu'on vient de voir, ici, dans la courbe d'évolution, ici, on est 100% mauvais. Vous vous rappelez, je vous disais, on utilise toutes les ressources, mais on ne s'était pas rendu compte qu'elles avaient une fin. Si on part du principe qu'on est 100% mauvais, la façon dont on réfléchit dans le développement durable, en développement durable, la façon dont on va réfléchir, c'est comment je vais diminuer mon impact, comment je vais avoir la plus petite empreinte possible, comment est-ce que je vais faire en sorte que je vais émettre de moins en moins de gaz carbonique, en gros, comment est-ce que je vais faire de moins en moins de mal à la planète. C'est excellent. Le seul souci à ça, c'est que ça ne fait que retarder le moment de la rupture, le moment où il nous manquera des ressources. Et on ne fait que retarder le moment où, inévitablement, il y aura trop de produits toxiques, trop de gaz carbonique. Et on va certainement dérégler à un moment ou à un autre l'ensemble du système de la planète sur laquelle nous vivons et que nous partageons tous ensemble. Même les mots qui sont employés, lorsque vous êtes un entrepreneur et qu'on vous dit il faut réduire, il faut décroître. Je ne sais pas pour vous, mais enfin moi qui ai ma propre entreprise, ça ne m'inspire pas beaucoup à créer et à continuer à bouger et à faire avancer. Le vocabulaire lui-même donne envie d'aller faire moins, d'être moins intéressé. Or, si vous regardez votre expérience, en tant qu'être humain, ce qu'on aime surtout, et là je m'adresse à un public qui va complètement comprendre ce que je dis, ce qu'on aime surtout c'est créer. Si vous regardez comment vous fonctionnez, Marc me disait tout à l'heure, vous arrivez à 8h, vous repartez à minuit, tous les jours il est possible de se rencontrer à la paillasse, plusieurs jours par semaine. On peut, si on veut. Mais si vous regardez ce qui vous anime, c'est une passion, c'est l'envie de créer. Et si moi je commence à vous dire, mais là, vous créez, mais attention, il va falloir décroître. On fait comment? On fait du cradle to cradle. Non, je sais pas, ça a l'air paradoxal pour vous, je sais pas, décroître, créer, je vois pas en quoi... conceptuellement, je vois pas le Lorsque vous utilisez des matières... Je suis pas décroissant du tout, hein, mais je vois pas le paradoxe. Lorsqu'on utilise des matières, si par exemple... Alors je vais prendre un exemple. Coca-Cola. Coca-Cola, sur ces petites bouteilles de Coca, nous indique fièrement qu'il utilise maintenant quasiment 14% de matière en moins pour faire ses bouteilles. Mais au même moment, il va multiplier le volume de vente de ses bouteilles. Opération au final en termes de matière, pareil, j'ai rien changé. C'est une autre façon d'expliquer la décroissance. Si je produis plus... Comment? Je sais pas, Coca-Cola, oui. Enfin... La décroissance, ça vous inspire? Je sais, mais d'un coup, là, effectivement, l'exemple de Coca-Cola, je suis un peu perdu. Ouais. Pour moi, oui, non, mais je sais pas.
En fait, on va aller un petit peu plus loin, puis vous verrez mieux. En fait, là, ce que dit le Cradle to Cradle, c'est qu'il va dire on n'est pas bon du tout. Voilà, c'est un fait. On ne va pas se cacher. On va commencer à regarder ce qu'on fabrique. On va regarder la façon dont on utilise les ressources. Et on va partir du principe on n'est pas bon. Et on va regarder dans le temps comment, au contraire, en faisant de l'éco-conception, on va pouvoir complètement croître, innover, optimiser. On ne fait que de l'innovation dans Cradle to Cradle. On va partir d'un état qui est mauvais, on va changer notre cadre de réflexion, on va regarder comment, on change notre cadre de réflexion, et là on va commencer à produire de telle sorte qu'on ne sera plus du tout encadré par une quantité de ressources. On ne sera plus brimé par les ressources qu'on doit utiliser. On pourra utiliser, fabriquer autant qu'on voudra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sera en boucle fermée. Donc on va innover pour pouvoir faire ça. Donc d'un côté, lorsqu'on est dans le développement durable, qui est la courbe grise, on se dit je décroît parce que mes ressources sont un montant fini et je ne vais pas en avoir suffisamment, donc je commence à ralentir. À l'inverse, quand je produis des produits, si dans le Cradle to Cradle, je commence à changer ma façon de fonctionner et je me dis mes ressources, je vais pouvoir les récupérer à l'infini, ce sont les boucles qu'on va voir tout à l'heure, alors je peux me permettre de continuer à produire, à innover, à créer et à vendre et à faire des affaires. Ça fait également partie de l'ensemble pour pouvoir continuer à faire vivre mon entreprise et à utiliser les biens auxquels je m'étais habituée. Le tout dans la progressivité. On ne demande pas de devenir bon tout de suite. On a mis du temps. On a mis des dizaines de milliers d'années pour arriver à ce que nous sommes. Et d'un seul coup, on voudrait absolument que tout le monde devienne parfait du jour au lendemain. Non, on doit laisser du temps à tout le monde pour pouvoir évoluer et pour pouvoir s'améliorer. Mais dans un cadre précis qui est celui du Cradle que je vais vous décrire maintenant. Le nouveau paradigme auquel sont arrivés Bill McDonough et Michael Brandgart, donc au tout début des années 90, ils ont donc tous les deux, par passion, commencé à observer la nature. Ils ont regardé la nature. Et ils se sont dit, la nature a quelque chose que nous n'avons pas. Elle fonctionne en circuit fermé, presque. C'est-à-dire qu'elle est capable d'être bénéficiante pour elle-même. La façon dont elle fonctionne, il n'y a pas de perte en ligne, il n'y a pas de déchets. Et d'ailleurs, le logo qu'ils ont inventé à ce moment-là est déchets égale nourriture, waste equals food. À partir de ce moment-là, si vous regardez le cerisier, qui est le... Je ne sais pas si vous voyez bien, le cerisier qui est sur l'image. Lorsqu'on regarde le cerisier, vous le voyez fleurir. Sa biomasse devient immense au printemps. Les fleurs vont se transformer en fruits. Certains fruits vont tomber au sol, d'autres vont être ramassés pour être mangés. Ceux qui seront mangés, c'est donc de la nourriture. Ceux qui seront sur le sol, ce seront des nutriments pour l'environnement du cerisier et de l'écosystème qui est tout autour. Donc on ne va pas parler des déchets. Lorsque le cerisier fleurit et que ses fleurs tombent, lorsque les cerises qui pourrissent tombent sur le sol, on ne parle pas de déchets, il n'y a pas de notion de déchets. Il n'y a aucun déchet dans la nature. Et ils se sont dit, ah mais c'est ça, plutôt que d'essayer de réduire notre impact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intégrer dans l'environnement de la même façon que la nature. On va copier le cycle de la nature et on va construire des produits qui vont exactement copier le cycle de la nature. Ainsi, dans la nature, l'homme pourra continuer à vivre, s'épanouir, profiter des avancées technologiques dont il a pu profiter jusqu'à présent, mais sans nuire à la nature, puisqu'on va le copier et on va s'intégrer dedans. Les trois grands principes, en observant toujours la nature, qu'ils ont donc décidé de suivre, c'est bien sûr déchets égale nourriture, c'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser toujours dans une chimie des matériaux, on va regarder dans quelle mesure je vais pouvoir réutiliser tout ce qui aura déjà été utilisé une première fois. Il n'y aura plus de pertes, il n'y aura pas de déchets. Je vais éco-concevoir de telle sorte qu'à la fin, mon produit ne produira aucun déchet. Comment fonctionne la nature? Le soleil, c'est le soleil qui est source de toute énergie. On va donc faire en sorte que les énergies renouvelables et donc l'énergie solaire soient le plus utilisées possible. On va peut-être pas être dans une situation extraordinaire au départ, probablement très souvent l'énergie solaire ne sera pas utilisée, mais on va regarder dans quelle mesure, dans le temps,
on va pouvoir l'utiliser sur les sites de production, par exemple. Il n'y a pas que le photovoltaïque. Vous avez le géothermique, vous avez le vent, vous avez les marées. Vous avez toutes sortes de possibilités pour pouvoir utiliser les bienfaits du soleil qui ont un avantage d'être infinis. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est la diversité. Si vous regardez la diversité de la nature, vous vous rendez compte que la nature a eu la bonne idée de produire une faune, une flore complètement différente à chaque endroit de la planète. Et donc ils ont regardé ça et ils se sont dit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de production ? On ne peut pas se permettre de continuer à produire de façon uniforme partout, pour tout le monde. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller creuser derrière. C'est-à-dire que, quitte à construire, par exemple, une nouvelle usine de production, en fonction de l'endroit où je vais installer mon usine, si c'est en Inde, si c'est en Europe, si c'est aux États-Unis ou si c'est en Chine, il y a probablement un environnement tout autour qui va être différent, et je vais commencer à intégrer aussi mes sites de production, de telle sorte qu'ils soient complètement intégrés dans l'environnement où ils sont. Et puis ils ont même pensé plus loin, ils se sont dit, mais alors les produits qui vont sortir de mon usine, ces produits, peut-être qu'on peut même aller jusqu'à les différencier à partir de l'endroit où ils seront, depuis l'endroit où ils seront utilisés. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, on va produire des produits qui seront non pas par rapport à un marché, une attente de consommateurs, mais par rapport à l'endroit où ils vont être utilisés. Je m'explique. Ce t-shirt, qui est produit en Allemagne, et dont on sait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de champs de coton tout autour, on ne va pas forcément faire une même boucle que si c'est un t-shirt qui sera fabriqué au Maroc, où peut-être j'aurais intérêt à récupérer la matière, le coton, autour de mon usine, pour pouvoir continuer à produire du coton et filer autour de mon usine. Donc on va réfléchir de façon mais complètement systémique et complètement entière, où je fabrique mon produit, et qui va l'utiliser, et comment je vais faire pour le récupérer. Alors ça peut sembler utopique. Mais je vais vous décrire un peu plus en détail ce dont on parle. Donc, je vous avais dit qu'on allait parler de la vie du t-shirt. Donc c'est celui-ci. Alors il n'est pas très beau, comme on dit déjà, il n'y a pas très longtemps, je vous l'accorde. C'était le tout premier, hein. Je l'ai depuis 4 ans, là, celui-ci. Depuis on en invente, on est en train d'en créer des plus jolis que celui-là, mais ça, donc c'est vrai, je veux dire, ça existe vraiment. Donc ce t-shirt-là, on part du champ de coton qui est là. On va ramasser le coton, on va le filer, on va tisser. La façon dont le t-shirt va être produit, il n'y aura dedans aucun toxique. L'ensemble des composants de ce t-shirt, que ce soit l'étiquette, que ce soit les fils de couture, ou que ce soit le coton lui-même, est entièrement biodégradable et non toxique, ce qui fait que ce t-shirt, lorsque je vais le mettre en terre, 6 mois après, il commence à se décomposer. Voilà. Et vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il est complètement décomposé. Et c'est ce qu'on a appelé la boucle ou le métabolisme biologique. Je peux produire des produits qui, lorsqu'ils prennent des matières premières dans la biosphère, je peux réfléchir, me dire, ce qui serait intéressant pour cette matière, c'est qu'après usage, cette matière soit restituée à la nature pour pouvoir boucler ici, à l'infini, la boucle naturelle. Donc là, par exemple, le coton. Petite question. Ouais. Ce t-shirt, vous comptez le vendre dans d'autres pays ou ça reste dans un circuit commercial purement local? Non, alors ce t-shirt-là, c'est un t-shirt qui est allemand, qui est fabriqué en Allemagne, qui est vendu maintenant dans beaucoup de magasins en Allemagne. Pour l'instant en France. Dans le principe général, parce que là on part sur un système comme ça de fonctionnement en boucle, machin. Oui. Cet exemple du type de ce t-shirt là, donc c'est un exemple, oui. vous le voyez comme un produit qui reste dans une boucle commerciale locale ou qui va être vendu quelque part ailleurs dans le monde ou... En fait les deux peuvent être faits et dans cette boucle là d'un coup il faut quand même rajouter toute l'énergie grise, oui. tout le transport, tout, non, il y a des, tout à fait, tout est inclus, tout est regardé. Là je ne l'ai pas noté. Je sais pas. Si, est-ce que vous l'avez intégré dans la boucle? Oui, on va les regarder un petit peu plus en détail tout à l'heure. Effectivement, lorsque l'on fait un choix d'une boucle biologique et qu'il faut donc récupérer les matières pour pouvoir les restituer à la nature, c'est l'ensemble de la boucle
qui est mesurée, c'est-à-dire l'ensemble de l'énergie, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. L'énergie qui est dépensée est bien sûr prise en compte dans le total. Ça n'aurait pas de sens autrement que je viens de vous parler d'une capacité à produire à l'infini si par ailleurs on était énergivore. Non, parce que, oui. Parce que dans ce schéma, quand même, on a l'impression que ça y est, on a résolu la boucle, on a un retour à la nature. Elle est résolue, oui. Oui, mais là, je vois que j'ai pas le transport là-dedans, j'ai pas... J'ai pas voulu vous mettre des petits camions, ni des... Bah oui, mais d'un coup, là, il y a un impact, voilà, il y a ouais. la... Donc l'impact, la façon dont il fonctionne, c'est par exemple Patagonia qui le fait déjà, et qui met des bornes de récupération dans ses magasins. Donc si vous imaginez que vous offrez à votre client des points de fidélité ou une somme d'argent pour pouvoir racheter la matière du t-shirt, le client de toute façon il va revenir au magasin, il va redéposer son t-shirt dans la borne du magasin. Donc ça, cet impact-là, il est quasi neutre parce que de toute façon, ça permet... de toute façon, les clients reviendront dans les magasins, ça c'est une première chose. Mais derrière, il y a toute une logistique qui a été mise en place sur toute la France, mais qui existe aussi sur toute l'Europe et qui existe sur le monde. Et en fait, derrière, le problème de l'énergie, c'est très souvent celui de l'émission de CO2 ou du pétrole. En fait, on va en parler un petit peu plus loin, mais l'émission de CO2, je vais vous décevoir, n'est pas un problème. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est provocateur, mais c'est fait exprès. Non, mais en fait... Oui, on parle en coup complet, hein. Oui, tout est compté. Ouais. Pardon ? La durée de vie, c'est celui de l'usage par le client. Bah, c'est le temps que vous voulez comme d'habitude, hein. C'est quelque chose qui est très épais là sur celui-ci. Donc ce t-shirt-là, vous pouvez le porter autant de temps que vous voulez. Par contre, sa particularité, c'est que si vous le mettez dans votre jardin, il commence à se décomposer au bout de 6 mois. Donc ça peut faire du compost pour votre jardin. C'est une solution qui a été choisie par exemple pour celui-ci, qui ce n'est pas encore un mass market. Donc là, j'ai un jardin et je mets mon t-shirt dans mon jardin et j'ai du compost pour mon jardin ou celui des voisins. Ça c'est le... Je fais de jardin de fou. Non, bref. On peut faire du compost. Non, mais c'est typiquement allemand. Tout à l'heure on parlait d'évolution, on parlait d'amélioration dans le temps. On est en train de vous présenter pour l'instant ce que c'est que le cradle to cradle, et lorsqu'il y aura un mass market, on pourra commencer à discuter de la façon dont on peut gérer les flux et les volumes. Là pour l'instant, ce qui se passe fort bien aux Pays-Bas, et on verra un petit film tout à l'heure là-dessus. Là effectivement ici, vu de la France, ça peut paraître un peu désorganisé, ou en tout cas pas répondant complètement à l'ensemble de vos critères par exemple. C'est tout simplement qu'on est en train de démarrer quelque chose ici en France, et que évidemment au démarrage, il faut de l'amélioration. Si l'on ne prend pas des matières premières dans la nature telles que celles de la biosphère, l'autre moyen de produire, et ça on le sait tous, c'est à partir du pétrole. C'est ce qu'on appelle ici la technosphère. Ici, on va prendre des produits issus du pétrole et on va en faire, je vous ai dit, la Vitsen moquette, hein, c'est celle-ci, celle de Shaw, qui est un fabricant de moquettes, le premier fabricant de moquettes aux États-Unis. Son concurrent européen est Dassault, il a les mêmes moquettes. La particularité ici de cette moquette, qui est ici, on va démarrer ici avec des monomères donc issus de la pétrochimie. On va en faire des fils, on va les filer, on va en faire une moquette. Shaw a démarré sur le marché américain en mettant à l'arrière de ses dalles son numéro de téléphone. Ce qui fait que le client, après usage de sa moquette, on est dans le B2B, après 3 ans, après 5 ans, après 7 ans, en fonction des investissements et des amortissements, peut rappeler Shaw, et Shaw va venir lui chercher sa moquette et lui en livrer une nouvelle. La particularité de cette moquette est celle de chez Dassault, je nomme les deux puisque les deux le font. La particularité de cette moquette, c'est que le dessus ici est la couche qui est à l'arrière, qui était connue avant sous le nom de couche bitume, ce nom n'est plus. Les deux parties ici se séparent, on va en voir un petit film tout à l'heure, et vous pouvez ainsi récupérer 100% des matières. Alors quand je dis 100%, pour ceux qui sont très précis, on va récupérer 97%, on va en perdre 3% au cours de la fabrication de la nouvelle dalle de moquette. Mais l'intérêt ici, c'est que vous prenez une première fois du pétrole, vous faites votre moquette, et puis vous la récupérez, et vous en refaites à nouveau. Mais vous avez déjà 97% de votre matière première. Ce
qui est intéressant, c'est qu'on voit commencer à se dessiner, et c'est d'ailleurs dans B2B que ça a démarré, on commence à voir se dessiner une nouvelle façon de penser avec ses clients. Parce que si je prends le cas de la moquette par exemple, dans ces cas-là, monsieur le client, pourquoi acheter une moquette? Peut-être que tout simplement vous pouvez faire ce que moi je fais aussi, à savoir louer. Moi je loue une fois du pétrole, je fabrique des dalles, vous me louez ma dalle de moquette, et puis quand vous en avez marre, vous me rappelez, au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, en fonction de vos propres amortissements, je vais venir la récupérer et je vous en livre une nouvelle. Donc on est en train de mettre en place une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être avec ses clients, voire même le client possède la chose dont vous avez le plus besoin, donc vous allez commencer à créer une relation avec votre client qui va être complètement différente, puisque le client, votre client, possède la matière dont vous avez besoin pour pouvoir reproduire à nouveau à l'infini. Donc la façon dont vous allez fonctionner, c'est que vous allez rendre les meilleurs services possibles à votre client pour qu'il soit satisfait, et puis faire en sorte que le produit que vous lui avez en gros prêté, les matières que vous lui avez prêtées, répondent à des critères et des cahiers des charges précis en termes d'usage, pour qu'à la fin de l'usage habituel du produit, le client vous redonne sa matière et que vous puissiez ainsi continuer à produire. Alors celui qui, sur le marché pour l'instant, est allé plus loin dans ce business model, c'est un nouveau venu pour nous en France, mais il est très connu au niveau européen. Il s'appelle Van Caunsel-Winkel. C'est un nom difficile. C'est le concurrent européen de Veolia. Et Van Caunsel-Winkel a certifié le premier papier de bureau A4, feuille A4, dans les photocopieuses, a certifié le premier papier Cradle to Cradle. Et il a poussé son business model jusqu'à ne plus faire payer son papier aux entreprises qui l'utilisaient. Donc il donne le papier, et lorsqu'il le récupère, c'est le fabricant de papier qui le lui rachète. Je recommence. Si vous êtes un gros utilisateur de papier, je suis une grande entreprise, un grand espace, une université, une mairie, et que j'ai de nombreux besoins de papier, de grosses quantités de besoins de papier, alors Van Caunsel-Winkel va venir vous donner des ramettes, une tonne de ramettes, par exemple, ça en fait beaucoup. Il va vous donner des bornes pour qu'à chaque fois que votre papier a été utilisé, imprimé, vous remettiez dans ces bornes. Pour vous, ce papier, vous n'en avez plus besoin. Là, le fabricant de papier, Van Caunsel-Winkel, va le récupérer et va le revendre à l'usine à papier. Et le business model a été mis à l'envers, c'est-à-dire que c'est celui qui vient chercher le papier, qui vous l'a vendu entre guillemets, mais vous l'a donné, en réalité, il se fait payer par le fabricant de papier, plus par le client. Donc on peut aller à l'extrême, c'est-à-dire qu'on peut complètement penser son intérêt d'une façon complètement différente, mais tout ça pourquoi? C'est parce qu'en fait on veut récupérer le papier, on veut être sûr de pouvoir récupérer le papier. Comment vit l'entreprise qui fait les remèdes de papier? L'entreprise qui fait les remèdes de papier, c'est un fabricant de papier, et lui il a besoin de pâte à papier, donc soit il achète du bois, et il fait sa pâte. Donc lui qui rachète un papier qui a déjà été utilisé, de la pâte à papier, cradle to cradle. D'où vient son chiffre d'affaires, c'est ça que je veux dire. Lui il revend après son papier à Van Caunsel-Winkel qui va le donner. Mais lui il fait une marge, mais à l'envers. Van Caunsel-Winkel, d'où vient son chiffre VGG. d'affaires? D'où vient son chiffre d'affaires s'il donne le papier et récupère? Je comprends le principe. Mais d'où vient son chiffre d'affaires? Ça, je comprends. Il va évidemment essayer de continuer à vendre des services supplémentaires aux entreprises à qui il donne son papier, par exemple. Il va pouvoir vendre d'autres services, mais aussi la façon dont il va marger. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on regarde, c'est le papier. Ce qu'on regarde, c'est le papier. La pâte à papier, elle, est recyclée 7 fois. Et quelles que soient les encres qui auront été utilisées sur ce papier-là, on va pouvoir ramener 7 fois le papier. Il n'y a pas un si grand taux de retour de papier que cela. Donc ils se sont dit, pour commencer la boucle et pour démarrer, on va le donner au client pour pouvoir le récupérer, pour pouvoir lancer le mass market sur le papier. Et on peut le faire 7 fois. Donc il y a de grandes avancées. Et petite question, il n'y a pas un système de lock-in un petit peu comme pour Rent-A-Kill ou un truc comme ça qui est un petit peu pervers quand même sur les bords? Lock-in, on va dire quoi? Lock-in. Non, dépendant, voilà. où le client est... On n'est pas obligé d'acheter ce papier-là sur le bord.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée une relation de dépendance aussi, qui est certes qui est certes vertueuse, mais de dépendance. Consommateur et dépendance consommateur. vertueuse et dépendance. C'est du business, c'est un consommateur et un fabricant. C'est le principe de tout. Mais si vous n'avez pas besoin de papier, vous n'en achetez pas. Si vous voulez un papier d'une autre marque, vous achetez une autre marque. C'est pas un problème. On est d'accord, mais une fois qu'on a commencé, on peut plus s'en vous passer. arrêtez quand vous voulez. Ah, ça je sais pas. C'est comme l'iPhone, ça. Non, ça va. Mais à un moment donné, il faut bien faire de l'argent aussi pour les entreprises pour qu'elles puissent avancer. Donc est-ce que ça vous paraît clair en tout cas pour vous, là, les deux boucles-là? Puisqu'en fait, c'est quand même la base, c'est la boucle technique et la boucle biologique. Et on commence à réfléchir uniquement en boucle. Comment est-ce que je vais faire en sorte que lorsque je vais éco-concevoir, je vais tout simplement, entre guillemets, prêter mon produit et pouvoir le récupérer le plus possible? Parce qu'à ce moment-là, quand je rentre dans ce modèle-là, ça me permet de ne plus utiliser de matières premières dans la nature, ou si j'en utilise, alors je vais aider la nature à se régénérer en compostant mes produits qui sont dits biologiques. Et le t-shirt, moi, je faudrais le redonner à ses petits filles, ses enfants. Je sais pas. Vous le gardez pour vous? Ouais, mais pourquoi faut que ce soit un peu pérenne? Pourquoi toujours tout de suite penser à changer la moquette qu'au bout de 3 ans Que ce sont les... Parce qu'elle est sale, parce qu'elle est sale. Pourquoi pas Si faire vous voulez utiliser des votre produits moquette qui durent dans le sans temps plutôt que de faire du compost avec des t-shirts, quoi, je sais pas. En fait, la façon dont on va regarder la durée de vie du produit, on va construire son cycle, c'est sur l'usage du produit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on constate en général sur le marché. Non, vous savez, on va regarder tout à l'heure les visions. Oui, on est contre business. Justement, là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que cette vision très linéaire. C'est pas linéaire, c'est en évolution. Votre philosophie, oui, ça, effectivement. C'est en évolution. Et du coup, flèche toute droite là. On peut commencer. Non, l'évolution se passe pas tout droit. Mais c'est vrai que j'entends ce que vous dites. Là, l'usage d'un produit, c'est ce qui va caractériser les spécifications du produit. C'est-à-dire que le produit va être fabriqué selon l'usage que le client en fait et non plus selon ce que le producteur pense qu'il doit être. C'est une autre façon de penser complètement différente, effectivement. Il y avait une autre question. Une question par rapport à l'exemple de la ramette. En fait, quand il récupère le papier, comment il fait? Parce qu'il y a énormément de pertes, étant donné que les gens utilisent le papier, ils le gardent, etc. Quand il récupère, je dirais à un moment, la boucle elle doit être... Oui, il faut inciter beaucoup, oui. Il récupère presque rien, en fait. Si les gens gardent le papier, ils en récupèrent pas mal, mais il faut inciter beaucoup. C'est-à-dire qu'ils aident à l'intérieur de l'entreprise à changer les mentalités pour dire attention, là c'est quand même du bois derrière. Et puis aussi, au niveau des bornes, si par exemple les gens, est-ce qu'ils reprennent toutes sortes de papiers ou seulement leur marque? Non, pas que leur main, toutes sortes de papiers dès lors que c'est du A4. Même les papiers des concurrents. Ce qui compte, c'est le papier A4 d'un certain forme, donc du format A4, qui rentre dans des bornes spécifiques pour qu'il n'y ait que cela qui rentre. On est au démarrage de tout ça. Ça s'améliorera ensuite, mais on est au démarrage de tout ça. Pour aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement des entreprises et pour aussi copier toujours la nature, si vous repensez à la façon dont fonctionne la nature, les espèces ne sont pas séparées les unes des autres. La faune et la flore travaillent les unes avec les autres. Et donc, on a commencé à penser communauté. Et on s'est dit, mais si moi, tout seul, dans mon coin, avec mes clients et mes produits, je vais peut-être pas réussir à faire exactement ce que je veux, c'est-à-dire copier la nature, parce que peut-être que, finalement, à la fin de l'usage, le produit sera dans un tel état que ce n'est pas moi que ça va intéresser, mais peut-être quelqu'un d'autre. Et donc, on peut commencer à boucler des boucles, non pas moi tout seul avec mes propres clients, mais par exemple, l'idée que vous avez émise tout à l'heure du transport, je peux très bien trouver quelqu'un d'autre dans un autre pays qui va être intéressé par récupérer mes matières pour faire toute autre chose. Mais là, on sera toujours dans une boucle fermée cradle to cradle, puisque l'ensemble de ma matière aura été récupérée par une autre entreprise pour produire des produits 100% nouveaux, puisque le principe, c'est de ne pas perdre cette matière. Il y a une autre façon aussi de fonctionner en communauté. C'est ici, l'exemple ici est intéressant. Vous avez Shaw, donc le fabricant de moquettes, et puis Herman Miller, qui est fabricant de mobilier de bureau, et puis Nike, que vous connaissez, fabricant de chaussures. En l'occurrence, là, c'était pour le sujet de la chaussure. Et là, ces trois entreprises-là se sont trouvées confrontées à un problème. Elles avaient toutes des matières hautement toxiques à l'intérieur de leurs produits. Les substances étaient hautement toxiques.
Et lorsqu'ils ont voulu réfléchir à comment être moins toxiques, ils se sont rendus compte qu'il n'existait pas d'équivalent non toxique. Voilà. Et donc là, Michael Brangart les a aidés en réfléchissant et en disant, mais si on regarde, vous et vous, il vous manque tous une substance pour remplacer, peut-être qu'ensemble, vous allez pouvoir créer un mass market qui va faire qu'une entreprise de produits chimiques va bien vouloir travailler sur votre sujet et remplacer la substance nocive par une substance qui n'est plus nocive. C'est ainsi que BASF, Shaw, Herman Miller, Henrich ont réussi à remplacer les substances toxiques qu'il y avait donc dans leurs produits. Ils ont aussi regardé le nombre d'années d'usage, alors ça peut prêter à éventuellement contestation, je ne le lis pas. Shaw, là en l'occurrence, sur le marché de la moquette, là c'était de bateau, tous les 3 ans, il changeait la moquette. Nike, pour ses chaussures, voyait que ses chaussures revenaient à peu près tous les ans. Chaussures de course, tous les ans, vous les renvoyez, vous en rachetez des nouvelles. Et puis Herman Miller, pour le mobilier de bureau, la boucle d'utilisation de ses clients constatée sur son marché, c'était 7 ans. Donc ça veut dire que lorsque BASF leur a proposé une substance de remplacement, BASF savait déjà à l'avance que tous les ans, tous les 3 ans et tous les 7 ans, ils voyaient ces substances revenir, ils allaient pouvoir les récupérer, les nettoyer et les réinjecter dans le circuit. En avançant... Juste pour info, vous avez dit cette personne. Cette personne, c'est-à-dire vous avez cité une personne, votre Michael Brangart, voilà, oui, c'est l'inventeur du Cradle to Cradle. C'est celui-là même. Il a proposé à ces entreprises le concept et elles ont accepté d'elles-mêmes alors qu'elles sont concurrentes. Là, ils ne sont pas concurrentes. Hein. Là, il y a du mobilier de bureau, de la chaussure et de la moquette. Par contre, ils ont en commun... sur d'autres marchés, c'est-à-dire elles ont accepté de travailler ensemble, oui. De développer un produit commun. Alors, substance brevetée ou non, je ne sais pas. Non, elles ont accepté de faire une demande à BASF conjointe pour que l'on remplace leurs substances toxiques par des substances non toxiques. Chacune d'entre elles, seule, ne représentait pas une quantité suffisante pour que BASF réponde à leurs besoins. Par contre, lorsqu'on les a réunis, ça s'appelle une communauté, lorsqu'on les a réunis, BASF a accepté de créer une substance pour répondre à leurs besoins. Alors ça, moi j'aimerais bien vraiment voir précisément parler de substances non toxiques. Alors je sais pas, on prend l'exemple d'une basket Nike. Donc vous dites que dans telle basket Nike, on a enlevé un élément toxique, BASF a travaillé pour Nike, a remplacé par un élément non toxique. Exact. On peut, ça par exemple, pour le coup, BASF produit en Allemagne. Ça donne envie de voir vraiment, parce que on peut facilement fumer aussi quand même. Enfin, oui, les grands groupes tels que BASF, Nike, Company sont quand même forts aussi pour en fumer des gens quand même. Ouais. Donc on va continuer et puis vous verrez un petit peu plus tard comment est-ce qu'on délivre le label. Sur ce principe de la boucle fermée, on s'est rendu compte qu'on pouvait même aller encore plus loin. Et là, c'est toute une communauté, toute une ville, toute une ville en Hollande, à Venlo, qui s'est organisée pour pouvoir carrément boucler toute une boucle. C'est-à-dire des bureaux, des maisons, des voitures, des magasins. Alors, il y a un petit film juste après, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle de toutes ces grandes entreprises qui se sont réunies sur un lieu à Venlo. Alors pourquoi est-ce que ce lieu-là a été utilisé? C'est qu'en 2012, c'est cette année, dans quelques mois, il va y avoir une énorme exposition universelle florale qui a lieu tous les 4 ans. Et sur ce site, Floriade, vous pouvez sur Internet, Venlo, Floriade, tout ça sont des choses qu'on retrouve sur Internet. Ce site en Hollande a décidé qu'il serait réutilisable et réutilisé. Donc ils ont utilisé, pris pour prétexte Floriade 2012, et ils ont construit tout autour une ville qui suit le principe du cradle to cradle. Donc là, pour répondre tout de suite à votre question et ce dont on parlait avant le démarrage, il existe le béton cradle to cradle, je peux détruire et reconstruire avec. Il existe donc les moquettes. Mais voilà, comme un exemple, c'est-à-dire que la construction écologique, c'est pas avec du béton, c'est avec du bois, par exemple. Avec du bois, tout à fait. Non, mais c'est pas avec du béton. On fait pas de la construction écologique. Et comme moi, à chaque fois, je vois une tour, je vais dire non, une tour, c'est pas écologique. Moi, j'arrive pas à l'avaler, ce truc.
Le Et principe béton, de la c'est pas tour, en écologique. l'occurrence, c'est Bill McDonough, tout à l'heure, je vous ai parlé, qu'il rêvait. Non mais qu'il a mis en place. aujourd'hui, on fait même à Paris, on fait des tours, on les fait vertes. Voilà, on les peint en vert pour nous faire croire que c'est écologique. Non mais c'est ça la réalité quand même. Donc, non, Donc on a encore beaucoup de travail. non pour mais faire donc l'exemple connaître que ça. vous prenez du béton, vous allez créer un cycle de recyclage du béton. Je suis désolé, non quoi. Et surtout, pour le coup, les Allemands sont très forts en construction écologique et je pense qu'ils vous le diront, c'est le bois, c'est pas le béton. C'est pas. Non, mais c'est-à-dire que tu crées un cycle effectivement tu vas avec les forêts, machin, mais c'est pas. Le béton, ça demande énormément d'énergie à fabriquer. Ouais, si tu peux arrêter. Je suis désolé, excusez-moi. C'est juste que Monsieur est passionné. Il est passionné. Je suis désolé, je fais partie de la catégorie des gens qui sont pas d'accord. C'est une posture. J'arrête. J'ai pas envie de savoir tout ce que vous pensez à chaque instant. Vous avez entièrement raison, je suis désolé. Je m'excuse. Allez, D'un côté, maintenant, peut je pense. Merci. Donc en fait là, les Hollandais ont même imaginé quelque chose encore d'un peu plus fou et ils se sont dit, mais si on peut faire des produits cradle to cradle qui ressemblent à la nature, qu'est-ce que ça serait d'imaginer une ville entière qui ressemble à la nature? Et donc là, vous avez des exemples des entreprises qui ont répondu présent et qui sont venues toutes se regrouper sur un site. On n'a pas mis toutes les photos, mais cela existe bien sûr. Vous avez des routes, vous avez des tunnels qui répondent à ces critères. Donc les critères, je vous les rappelle, hein, c'est déchets égale nourriture, utiliser des énergies renouvelables et la diversité. À partir du moment qu'on récupère, que l'on s'intéresse à ces trois critères-là, on va regarder à chaque fois qu'est-ce que je fais et où, et comment je fais en sorte qu'il va s'intégrer complètement dans l'environnement, et surtout quel est l'impact positif qu'il aura sur l'environnement, puisque le cerisier tout à l'heure, comme on l'a vu, il est magnifique, mais il donne aussi à manger, et il permet à un écosystème d'éclore tout autour de lui. Donc l'idée, c'est d'avoir un impact positif tout autour. Et donc là, c'est toute une ville qui s'est mise à l'heure du cradle to cradle, et je vais vous passer ce petit film maintenant, qui en parle beaucoup mieux que moi. Voilà, et ce mouvement cradle to cradle, petit à petit, commence à faire des émules dans le reste de l'Europe. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est toute une ville, Venlo, qui ambitionne d'être 100% cradle to cradle. Regardez. C'est une petite ville du sud des Pays-Bas, à quelques kilomètres de l'Allemagne. Venlo. Une ville particulièrement sensible à l'environnement. Ici, par exemple, les habitants ont l'habitude, au lieu de jeter leur arbre de Noël, de le replanter pour l'année prochaine. Ici, il n'est pas rare chez les pompes funèbres de mettre en vitrine des cercueils biodégradables. Bref, on est écolo à fond. Alors pensez-vous le cradle to cradle, on connaît. Le cradle to cradle? Oui, je connais bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, je sais ce que c'est le cradle to cradle. C'est un mode de production respectueux de l'environnement, du début jusqu'à la fin. Le problème, c'est qu'il y a encore très peu de produits de consommation courante de ce type qui soient en vente auprès du grand public. C'est ce que regrette Henriette Strucken, qui rêve qu'un jour, tous les produits du quotidien soient conçus en cradle to cradle. Ça, c'est un des rares produits qu'on peut acheter dans un magasin ordinaire. C'est du papier toilette, cradle to cradle. Et moi, je viens spécialement dans ce magasin pour en acheter. Et voilà pour le stock de la semaine. Voilà, je vais vous prendre ça. Est-ce qu'il se vend bien ce produit? Oui, il se vend bien. Il est tout nouveau, mais il marche aussi bien que l'autre marque de papier toilette qu'on vend depuis plusieurs années. Les clients sont satisfaits. Ce fameux papier toilette, il est produit à quelques kilomètres de là. Et contrairement au rouleau classique, il est 100% recyclable et ne contient aucune substance toxique. Le cradle to cradle, ce n'est qu'une chaîne de la production parmi d'autres, mais qui tourne à plein régime. Et si toutes les entreprises de la région s'y mettaient? C'est ce que s'est dit cet homme d'affaires. C'était il y a 4 ans. Il a découvert le cradle to cradle par hasard dans un reportage. J'ai eu un flash. Je me suis dit, il faut faire du cradle to cradle à l'échelle de toute la région. Alors je suis allé voir des actionnaires, des leaders d'opinion de la région, le gouverneur,
des industriels, et je leur ai demandé si ça les intéressait de faire du cradle to cradle. Et ma foi, oui, ils étaient intéressés. La majorité des entreprises du coin a donc suivi l'initiative. Dans cette usine de photocopieuses, par exemple, on s'est mis à récupérer les vieilles machines pour les démonter. Un petit coup d'aspirateur. Les pièces encore en bon état retourneront dans les machines neuves. Dans cette usine de moquettes, on va plus loin. Une machine à recycler a carrément été installée sur le site même de production. Depuis 2 mois, les clients renvoient leurs vieilles moquettes ici et on en récupère les fibres textiles. Pour en faire quoi, à votre avis? De la moquette, pardi. On a investi des millions et des millions d'euros dans notre programme Cradle to Cradle, mais c'était la bonne chose à faire. Et puis, on a vu nos parts de marché augmenter très rapidement. Et en plus, cette matière première-là coûte moins cher à l'entreprise que la neuve. C'est tout bénef. Ces succès industriels ont fini par inspirer la mairie de Venlo. Elle a décidé que les futurs bâtiments de la ville seraient construits en cradle to cradle. Et voici le premier projet. On l'appelle la Floriade, grand rendez-vous de l'horticulture mondiale en 2012. Il va falloir des serres géantes, des bâtiments d'exposition, plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Un gigantesque chantier qui sera donc cradle to cradle. Mais quelle différence avec un chantier classique? Explication avec monsieur l'expert de la mairie. Ce bâtiment aura des panneaux solaires sur le toit pour être autonome en termes d'énergie. Et puis les matériaux seront réutilisables. Par exemple, il y a un béton spécifique qui, à la différence d'un béton classique, pourra être réutilisé pour construire un autre bâtiment quand celui-ci sera en fin de vie. Et voilà comment une utopie devient réalité. Comment une petite ville peu connue est devenue une référence industrielle. Donc on voit que là on est allé très loin dans l'expérience. C'est une expérience qui attire beaucoup de monde. Alors maintenant la question qu'on peut se poser en fait, et on va aller voir maintenant, c'est sur quoi reposent en fait ces fameuses boucles. Comment est-ce qu'on peut vraiment réussir à fermer les boucles? Puisque tout à l'heure on a donc vu qu'on utilise donc, les énergies renouvelables, la diversité, déchets égale nourriture. On a vu qu'on fermait des boucles. Ensuite, on a vu que c'est possible de le transposer dans plein de produits, mais en fait, quelle est la méthode qui est utilisée derrière? C'est ce qu'on va regarder pendant quelques minutes. En fait, je vais partir sur un autre sujet, puis on va revenir sur le pourquoi du cradle to cradle. Ici, l'exemple qui a été donné, c'est une prise de sang qui a été faite. Un journaliste du National Geographic, un jour, a décidé de faire une prise de sang sur lui pour voir ce qu'il avait. Et il s'est rendu compte, au retour des résultats, qu'il était ininflammable. Sur 320 produits testés, il y avait 165 produits toxiques dans son corps. Et puis, une maman a accepté de faire le même test sur son cordon ombilical après avoir été coupé. Et on a retrouvé au moins la moitié de l'équivalent, c'est-à-dire au moins 80 produits toxiques dans la prise de sang qui a été faite sur le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'en fait, les produits toxiques, non seulement ils sont en nous, mais on les transmet. Et là, vous me direz, mais où sont tous ces produits toxiques? Je ne vais rien vous apprendre. Ils sont tout autour de nous. Ils sont dans les peintures, ils sont dans les sols, ils sont à la maison, ils sont au bureau, ils sont dans les magasins. Ils sont tout simplement dans les produits de votre salle de bain. Ils sont dans les gaz qui sont largués lorsque vous vous rasez, lorsque vous utilisez votre sèche-cheveux. Ils sont dans le collier anti-puce ici du chien, par exemple. Vous les retrouvez dans votre chambre, dans votre salon, vous les retrouvez partout, mais vous les retrouvez aussi dans vos vêtements. Le noir, par exemple, c'est très souvent fait à base de chrome, c'est un métal lourd. Quasiment une grande partie des couleurs sont des couleurs toxiques. Quasiment tout ce que nous portons est toxique. On n'en a pas toujours conscience. Mais le résultat au final, ce sont 165 produits testés dans la prise de sang de ce journaliste. Et donc ça l'a interpellé, il s'est dit mais comment est-ce que c'est possible? Et puis il est allé voir un petit peu plus loin, et puis lorsqu'on a fait le test sur les jouets d'enfants, on s'est rendu compte que la surprise dans le Kinder, c'est qu'il y avait du plomb dans la peinture. Donc oui, les toxiques nous entourent partout. Et puis on a mesuré aussi
les émissions de gaz lorsqu'on se rase. Et on s'est rendu compte que aussi le rasoir, mais aussi la machine à café, mais aussi tout l'électroménager qu'on utilise, émanent des gaz qui sont également toxiques pour notre environnement. Alors ça, vous me direz, bah, après tout, on est un peu intoxiqué avec notre société de consommation. On décide de cette consommation, on achète et on s'intoxique. Et on va même plus loin, puisque bah, ça, c'est quelque chose qui va plus parler une partie d'entre vous, à savoir, bah, non seulement on s'intoxique soi-même, non seulement on se génère des cancers par notre propre consommation, mais en plus, on pollue l'environnement et en plus, on va polluer chez les autres. Parce que les déchets, on ne se les garde pas pour nous, on les envoie ailleurs pour se faire trier. Et vous connaissez toutes ces situations, les campagnes de Greenpeace, je ne vous apprendrai rien. Et au passage, c'est vrai que les D3E, l'informatique, les téléphones portables, ne sont pas forcément en bonne posture en ce qui concerne, en tout cas, l'ensemble de ces pollutions et les vies que l'on met en danger dans les autres populations. Alors le problème, donc, finalement, ce sont les produits toxiques. Donc on y revient, on disait tout à l'heure, c'est quoi le problème? C'est pas forcément les émissions de CO2. Question par rapport au D3E, est-ce que il n'y a pas pour l'instant de composants électroniques qui auraient le label? Non. Pourquoi? Parce que personne ne l'a demandé, tout simplement. Oh. Les solutions existent. Non, je parle des entreprises. Il n'y a pas forcément... Les solutions existent. Hein. Il y a même un fabricant de téléphones mobiles qui est sur les rangs au Japon. Mais en fait, les personnes ne veulent pas prendre de risques pour une raison très simple. C'est que dans le cradle, quand on délivre le certificat, on donne la vérité. On dit la vérité, on est transparent. C'est-à-dire qu'on montre tout ce qui va bien et on montre tout ce qui ne va pas. Et on part du principe que ce qu'il faut, c'est avoir une totale transparence et intégrité vis-à-vis des consommateurs. Donc on va dire, bah, voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, et voilà ce vers quoi on va. Et beaucoup d'entreprises refusent de faire ce pas-là, parce qu'elles ont énormément peur des retours négatifs des consommateurs, principalement. Donc nous, on a plusieurs entreprises qui ne partent pas dans le cradle en France, parce qu'elles ne veulent pas se voir taxées de produits toxiques encore présents dans leur consommation, qui sont dans leur consommation. C'est-à-dire le Kinder avec le plomb, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Les gaz largués quand vous vous rasez, c'est toujours vrai. Mais il y a une grande difficulté à pouvoir labelliser, par exemple, des produits type D3E, car c'est très complexe. Le nombre de pièces est extrêmement complexe. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer à travailler, par exemple, la machine à café Philips, Senseo, elle n'a pas le label Cradle to Cradle, puisque l'ensemble de ses composants n'ont pas la capacité d'être pour l'instant labellisés, parce qu'il y a des critères très précis auxquels elle ne répond pas. Mais par exemple, son habillage plastique, prêt à sourire, mais pour l'instant c'est là où on en est, l'habillage plastique de la cafetière Senseo noir et labellisé Cradle to Cradle. Alors pourquoi pas en blanc? C'est parce que quand vous récupérez une somme de plastique, au final, vous pouvez ressortir qu'un plastique non toxique noir. On est en train de travailler pour pouvoir le sortir de d'autres couleurs. Et le client, maintenant, il sait, lorsqu'il achète sa machine à café Senseo Philips, qu'il peut décider de toujours faire partie du problème en achetant une machine à café de couleur qui lui convient et dont on a travaillé quand même pour qu'il n'y ait pas de toxique, mais on ne va pas pouvoir réutiliser son plastique. Et donc il y aura moins de produits recyclés à l'intérieur de sa machine à café en couleur. Par contre, si le client décide d'acheter sa machine à café Senseo noire, elle est entièrement en plastique recyclé, non toxique, cradle to cradle. Point de cobalt, comme dans les habits, il n'y a pas la substance mortifère noire. Pardon? Il n'y a pas la substance mortifère dont vous parliez pour les t-shirts noirs. Le chrome? Oui. Dans beaucoup, oui. Oui, dans beaucoup. Et dans la Senseo, il y a... Non, parce que celui-là, il a été labellisé de telle sorte que le noir, c'est le résultat des produits recyclés. C'est pas une couleur qu'on labellise. Un peu brûlé. Comment? Un peu. C'est toutes les couleurs mélangées qui font du noir. Oui. C'est ça. Oui. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est que par exemple, on va prendre un produit. Donc par exemple, comment est-ce qu'on a fait pour cette dalle de moquette? Cette dalle de moquette-là, on l'a complètement regardée sous toutes les coutures et regardé la liste de ses substances. Et de quoi elle était composée? Elle était composée très probablement. Ça, en gros, ça c'est ce qu'on trouve en moyenne dans l'ensemble des produits qui sont analysés. Lorsqu'on fait une analyse, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver 10% de substances dont les fabricants n'ont aucune idée d'où elles viennent.
C'est-à-dire qu'ils achètent des substances à des fournisseurs de rang 1 qui leur disent « je ne sais pas vous dire ce qu'il y a dedans ». Donc ils vont demander au rang 2, on ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus, au rang 3, au rang 4, et on peut mettre jusqu'à 6 mois, 8 mois, 1 an pour trouver l'ensemble des substances qui sont dans votre produit. On va aussi trouver dans l'analyse des produits hautement toxiques qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas continuer à avoir ces produits toxiques dans le produit. Vous allez également trouver, pour cette petite partie-là, des produits qui sont tolérables, mais qu'on aimerait changer le plus vite possible. Et puis bien évidemment, des produits qui sont tout à fait positifs pour l'environnement. Ce qui signifie que finalement, lorsque l'on va analyser les produits pour démarrer une labellisation Cradle to Cradle, on va partir ici, de cette matrice ici, et on va aller de telle sorte que dans le temps, on arrive à avoir une production optimale avec des substances qui ont toutes été changées une par une. Il existe une banque de données maintenant qui croît, puisque Cradle to Cradle existe depuis les années 90. Donc on a une immense base de données où l'on sait remplacer très rapidement les substances toxiques contre des substances qui ne sont plus toxiques. Si toutefois la substance n'existe pas, on la cherche. Et puis on va aussi aller regarder le potentiel de recyclabilité de nos produits, c'est-à-dire qu'il y a des produits pour lesquels vous ne pouvez absolument pas prévoir de boucle de recyclage. Alors, je vais vous donner l'exemple des collants DIM. Les collants DIM ont cherché à faire une labellisation de leurs collants, et donc on regardait le marché. Le marché, c'est quoi? Le marché du collant en France, c'est 80% des collants achetés par les femmes sont noirs. Donc la première chose que l'on a faite, c'est qu'on a enlevé le chrome. Seul hic, c'est que lorsqu'une Française achète des collants, non seulement il doit être noir, mais il doit être brillant. Un collant qui ne serait pas brillant est un collant qui ne serait pas vendu. Et le problème, c'est que pour rendre ce collant brillant, la substance empêche la recyclabilité ou la compostabilité du collant. Donc Dim a préféré ne pas sortir son collant, mais le collant qui soit non toxique et compostable existe. Simplement, vous ne trouverez pas sur le marché parce qu'ils estiment que les consommatrices ne l'achèteront pas. Ça, c'est leur point de vue, c'est pas le nôtre. On pousse pour qu'ils le vendent. Je pense qu'il y a une attente, qu'il y a une demande. Mais pour l'instant, le collant ne sort pas, tout simplement parce qu'ils estiment que seul le collant brillant sera vendu et pas l'autre. Donc c'est un exemple d'essai de labellisation. Et comment on sait que le collant est compostable? Parce l'ensemble de ces substances utilisées sont compostables. Non, mais ça moi, peut être du PLA, ça peut être du maïs. Je suis dans mon magasin, je veux acheter un collant très vite et j'aurais... Mais il n'existe pas pour l'instant, donc il faudrait qu'il ait son label Cradle to Cradle et on vous dira il est compostable. La Senseo compostable, par exemple, parce que je peux repérer dans le magasin, il y a un label. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est quoi? Il y a une petite étiquette oui, bien rouge, sûr. vert, bleu. C'est celle qui est en haut, là, le vert et le bleu. Et elle est en évidence sur le produit? Pour l'instant, en France, étant donné que la production n'est pas présente, vous ne la voyez pas. Sur la Senseo, par exemple, on le voit? Oui, c'est indiqué sur la Senseo noire une partie de ces plastiques sont non toxiques et recyclables à l'infini. C'est un argument marketing? C'est un argument marketing qui, je pense, n'est pas utilisé pour l'instant par Senseo. Vous avez des fabricants de mobilier de bureau qui n'utilisent pas cet argument-là non plus pour l'instant, parce qu'ils ont peur de devoir faire face au fait que s'ils ont un mobilier qui est recyclable à l'infini, ils ont toute une partie de leur production qui ne l'est pas. Donc on leur dit, mais attendez, on ne comprend pas, vous en avez qui sont recyclables et d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Et donc ils ne veulent pas répondre à cela, ils préfèrent simplement pas en parler. Ils le font sans le faire, c'est un choix. D'accord, ok. Ouais. Qui et comment sont définies la toxicité de chacun des produits, qui c'est qui considère? Donc ça, en fait, vous avez... Oui, bien sûr, vous avez donc un laboratoire, donc EPEA, ça représente également un laboratoire qui est en Allemagne, et qui sont... vous avez 40 scientifiques qui sont sur place, mais il est possible pour tout autre scientifique de faire évidemment les mêmes recherches. Là, en l'occurrence, Michael Brungart, donc... celui qui était directeur section chimie de Greenpeace, qui s'est enchaîné sur le toit d'ExxonMobil, qui en est descendu, il s'est dit il manque quelque chose, il manque un laboratoire où on va pouvoir aller, avec une loupe, aller chercher exactement les spécifications des substances qui sont dans les produits, parce que c'est le nerf de la guerre. Et donc, lorsque vous souhaitez labelliser un produit de votre production, vous remettez ce produit au laboratoire qui est complètement indépendant, et ils vont donc aller vérifier l'ensemble des substances qui composent le produit. Il y a 40 scientifiques qui le font, c'est leur métier, ils ne font que ça. C'est chacun des substances pris isolément. Oui. Parce qu'on peut supposer aussi quand il y a des mélanges de matières qui
Alors, sont pris isolément, comme son nom te toutes les substances sont prises isolément et toutes les interactions sont regardées. Très souvent, l'interaction est beaucoup plus mauvaise que les produits pris isolément. Donc là, l'intérêt de cette action, c'est de regarder l'ensemble des interactions. Et on regarde aussi dans la durée du produit, la vie du produit. C'est-à-dire qu'un produit qui est inerte, on va le mettre en fonctionnement pour regarder ce qui se passe lorsqu'il fonctionne et comment est-ce qu'il s'use. Donc ça peut durer un certain temps. On va le mettre sous cloche et on va regarder est-ce qu'il y a des gaz qui sont largués lorsque le rasoir est en fonctionnement. C'est comme ça qu'on a retrouvé les petits diagrammes que vous avez vus précédemment, par exemple. Oui. Oh là, on ne s'entend pas du tout. Si je comprends bien sur la partie produits toxiques, ouais. Le Cradle se propose de remplacer ce que nous on pourra attendre de l'organisme d'État, de faire des contrôles sur les produits, définir ce qui devrait être remplacé et en fait permettre à des entreprises, au lieu d'être obligées de faire le tri dans leurs produits dans la toxicité qu'elles nous imposent, de leur permettre de faire ce qu'elles ont envie et pouvoir ensuite derrière communiquer. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la législation REACH, ROHS, et ça ne couvre pas du tout. Parce que tous ces produits que vous avez vus, tous ces toxiques que vous avez vus dans la prise de sang, il y a des produits qui sont interdits en France depuis 15 ans, qui sont interdits en France depuis 20 ans. Ces produits sont interdits dans notre production, mais néanmoins, on les retrouve dans la prise de sang du journaliste. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il y a un problème déjà à ce niveau-là. Et le deuxième problème, pour répondre plus précisément à ce que vous dites, ROHS et REACH ne répondent absolument pas à l'ensemble des désordres qui sont causés par les toxiques. Donc évidemment, les plus dangereux ont été ôtés de la liste, mais la liste est infiniment plus longue. C'est ce qui explique la recrudescence des cancers, par exemple. La liste est bien supérieure à la liste des produits REACH et ROHS. Et encore une fois, on est en évolution. Donc cette liste grandit, et ça c'est formidable. Et on va aller vers une liste la plus grande possible. Le seul sujet aussi qui n'est pas regardé dans ces listes-là, c'est l'interaction entre les substances. Donc là, en l'occurrence, les chimistes, lorsqu'ils travaillent, ils vont regarder les substances, leur dangerosité, leur toxicité et leurs interactions lorsqu'elles sont ensemble et dans l'utilisation, dans la fabrication et dans l'utilisation. Mais on est d'accord que la démarche, c'est de remplacer par une initiative privée. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Oui, tout à fait. C'est une initiative privée, c'est une entreprise, c'est une initiative privée, c'est un laboratoire privé qui, par contre, est en train de former des auditeurs qui pourraient être, eux, publics. On est en train de travailler sur ce sujet-là et faire en sorte qu'il y ait des auditeurs européens, publics, qui puissent décerner les labels pour que d'autres entreprises qui respectent les mêmes règles puissent avoir accès à un même label sans forcément passer par le laboratoire privé EPEA. Vous avez tout à fait raison. Oui. Est-ce que les tests sont publiés? Alors le test est... Se fait l'initiative d'une entreprise. Oui, donc l'entreprise a tous les résultats du test. Mais pas publié pour le grand public. Non, par contre, le label Cradle to Cradle, comme les labels en général, certifie une démarche et certifie une authenticité, une intégrité, et certifie aussi des résultats. On va aller juste voir très rapidement ce qu'on certifie justement. Mais effectivement, ça répond à des critères très très précis. Encore une fois, Brangart, il vient de Greenpeace. Moi, j'ai la chance de travailler avec lui régulièrement. C'est pas un rigolo. Je veux dire, en termes de toxicité, je ne donnerai pas le nom, mais il y a par exemple un grand fabricant de yaourt qui nous a demandé de cradéliser son pot de yaourt. Il m'a regardé, il m'a dit, mais il met des OGM dans son soja, ça m'intéresse. Dans ses yaourts soja, ça m'intéresse pas. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est assez tranchant dans ses opinions. Il va peut-être changer d'opinion dans les années qui viennent. Pour l'instant, par exemple, le sujet des OGM, c'est quelque chose qui l'interpelle beaucoup, parce que pour lui, il n'y a pas assez de recul pour pouvoir avoir un avis tranché sur OGM. Il ne dit pas que c'est bien, il ne dit pas que c'est pas bien, il dit juste qu'on n'a pas le recul suffisant. Donc pour lui, s'il n'y a pas le recul suffisant, il ne va pas aller mettre un produit qui pourrait être dangereux dans un emballage que lui a certifié Cradle, parce qu'il dit que ça n'a pas de sens vis-à-vis du consommateur. On dit. Donc l'analyse des matériaux, donc selon Cradle to Cradle, pour résumer en quelques lignes, donc on va aller regarder la toxicité de chacun des composants et de leurs interactions. On va regarder la capacité à recycler le matériau, sa recyclabilité. Est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir dépolymériser? Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire fondre?
puisque c'est quelque chose que je vais pouvoir faire tout type de manœuvre pour pouvoir au final récupérer les matières initiales pour pouvoir réutiliser l'infini. On va regarder les émanations gazeuses, et puis aussi lorsque l'on fait une maison en bois par exemple, ou tout autre objet en bois, on va regarder si elles sont bien issues de forêts qui sont gérées évidemment durablement. Et donc très vite, le processus de certification correspond exactement à ce que je viens de vous dire, à savoir qu'on va regarder l'analyse des matériaux, on va regarder la réutilisation, l'énergie, est-ce que l'énergie renouvelable est utilisée dans le processus de fabrication, est-ce qu'éventuellement l'entreprise souhaite inclure l'énergie renouvelable dans son processus de fabrication, est-ce qu'elle souhaite être complètement en énergie renouvelable, c'est des questions qu'on nous pose. Sur ce point, quel est le seuil qui est significatif pour labelliser par le? Oui, on va juste la feuille après, et ça vous le trouvez tout sur internet par contre. Les seuils significatifs qui font qu'on a ou pas le label. Vous les répétez? J'ai pas entendu. Concernant le processus industriel à tenir, comment les énergies renouvelables type solaire ou autre pourraient suffire à fournir l'énergie nécessaire? Oui, tout à fait. En fait, ça avait un but le démarrage. Quand je vous ai dit on est en évolution, on est en phase de progrès, il faut du temps. Il y a une perspective depuis laquelle on va commencer à créer, une perspective qu'on veut atteindre, c'est l'idéal qu'on veut atteindre. Et depuis cette perspective-là, on va commencer à tout aligner. Mais on va surtout regarder qu'est-ce qui est le plus important là, maintenant, dans l'instant présent, par rapport à l'environnement, par rapport à la santé. Mais on va regarder l'ensemble. Et les critères, effectivement les seuils, sont tous publics sur OPEA. Et vous ne parlez pas du tout de... Ah, c'est bien aussi. Oh. Oui, votre question? J'ai entendu une question. Il n'y a pas de notion de... C'est un parti pris volontaire, qu'il n'y ait pas de notion d'équitabilité dans le... D'équitabilité, c'est-à-dire au sens où toute la chaîne de production est rémunérée. Enfin, on check que la chaîne... sociale, oui, le dernier point, là, c'est le social. 1, 2, 3, 4, 5 demandeurs donnés. L'évaluation, processus d'évaluation. On va regarder la capacité à réutiliser les matières. On va regarder l'énergie, si elle est renouvelable ou pas. Ensuite, on va regarder un critère qui est très peu regardé dans les autres labels, voire pas du tout, c'est la qualité de l'eau en sortie. On ne mesure jamais la qualité de l'eau en sortie. Or, ce qu'on veut, c'est que nos sites aient un impact positif. On ne va pas commencer à produire plus si par ailleurs on détruit. Donc, pour avoir son label, il faut être sûr que la production soit propre. Que si éventuellement j'ai des déchets, je vais les récupérer, les déchets, et je vais regarder ce que je vais pouvoir faire pour que ça reste de la matière. Et puis s'il y a de l'eau qui doit être reversée dans la rivière d'à côté, elle ne va pas changer la température de l'eau. Elle ne va pas non plus rejeter des toxiques. Donc on va regarder la qualité de l'eau en sortie. On va regarder la qualité de l'air en sortie aussi. La qualité de l'air est souvent mesurée à la qualité de l'eau. Croyez-moi, pour en avoir pour avoir audité, la qualité de l'eau est quasi jamais regardée. Et on va regarder aussi le volet social, aussi, vous avez tout à fait raison, qui produit leurs conditions de vie. Mais là, vous avez compris que EPEA, c'était plutôt des scientifiques. Donc là, dans ces cas-là, l'entreprise qui va obtenir le label nous prouve sa démarche en matière de social et qu'elle demande à une tierce entreprise de venir mesurer les critères habituels. Prennent des entreprises connues sur le marché pour pouvoir aller regarder le volet social de son entreprise pour voir effectivement si elle répond à l'ensemble des critères. Alors je raffine ma question. Est-ce qu'il y a des compatibilités entre des labels sociaux connus et les Cradle? On inclut tout. Tout à l'heure, on a vu, même si c'est discutable la façon dont c'est présenté, le Cradle, oui, on va inclure le plus possible. Donc toutes les avancées. Par exemple, moi je connais mieux le côté environnemental, je suis désolée, vous prenez le label GOTS allemand. C'est le plus élevé en matière de textile. C'est celui qui est le mieux. Quelqu'un qui a un label GOTS dans sa production est très proche du Cradle to Cradle. Et jusqu'où vous arrêtez, par exemple? Est-ce qu'il y a une limite, par exemple, un tiers inférieur ou, On arrête quoi? la cradélisation. C'est-à-dire de dire que tel label correspond aux valeurs... On a ici même les mesures que vous retrouvez aussi sur Internet. Alors, je ne comptais pas rentrer dans les détails, mais là vous les avez. On peut avoir différents niveaux de labels. On peut avoir un label qui soit basique, qui soit silver, qui soit gold ou qui soit platine. Et ces labels-là correspondent à des unités de mesure toxiques, vont répondre à des critères au niveau sortie d'usine eau, vont répondre à des critères en matière de social, par exemple.
Oui, parce que vous parlez on parle de recyclage, donc de réutilisation. Autant recycler les labels qui existent, vu qu'a priori les labels sont pas si mauvais que ça. Il n'y a aucun autre label qui pour l'instant s'intéresse à boucler complètement une boucle, à être non toxique. Non, mais vous pouvez. Par exemple, est-ce que le label Max Havelaar, c'est ça, est-ce que Max Havelaar est cradolisable? Sur le volet social, ça peut être un élément de oui, ça c'est pris en compte dans le label social. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un seuil inférieur à partir duquel vous dites... Moi, je pense que là, ça va être... je ne voulais pas rentrer sur l'ensemble. On a un exemple, par exemple, environnemental, par exemple, où on dit, bon, alors, quel est votre niveau d'exigence, en fait, en termes de label? Alors là, ici, vous voyez, tous les critères de travail équitable sont inclus dans l'entreprise et sont adoptés par l'ensemble de l'entreprise. Si vous avez l'ensemble des critères équitables qui sont dans toute la chaîne de production, alors vous pouvez prétendre, par exemple, sur ce label-là, sur ce critère-là, au label Platinum, par exemple. Platinum. Sur Internet, toutes les informations. J'ai décidé de m'embêter ce soir. Premium, l'idée, c'était juste de vous montrer que ça repose sur des mesures qui sont connues, qui sont margées, bornées, et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur Internet. Je ne pense pas que ça vous intéresse plus que cela. Non, c'est dans la démarche. Oui, la démarche. Il y a des unités de mesure, et donc lorsque vous arrivez à certains seuils, vous avez un certain label. Et en ce qui concerne le travail, ici... Je ne parle pas de label propriétaire, je parle d'utiliser ce qui existe et ce qui est connu par les autres gens. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un Gold... Un Gold PEA, quoi. Je parle non plus. Alors il faudra un organisme extérieur qui soit capable de juger ce que c'est que du Gold. On est en train de les former. Mais si vous formez les organismes extérieurs, il faudra encore d'autres extérieurs aux extérieurs pour essayer de savoir. Non, mais c'est par exemple, on prend les crèmes bio aujourd'hui, une crème biologique, on a le droit de vendre une crème biologique avec 10% des composants bio. Ouais. C'est un label bio qui ne représente pas un seuil d'exigence que moi, comme consommateur, je veux. Donc, je préfère avoir un label Cradle to Cradle en création qui existera un jour ou pas dans la crème bio. Oui, ça existe. Il y a Kili. Voilà. Où je ne me poserai pas la question de regarder dans un label écossaire français, où je vais regarder les composants, parce que je sais qu'il y aura plein de saloperies à l'intérieur d'un label soi-disant bio. Donc c'est un seuil d'exigence plus élevé. On est tous critiques par rapport au label, donc c'était juste que je posais une... Oui, bien sûr. C'est une création d'un label encore plus exigeant, et qui prenne plus d'éléments que ceux qui existent aujourd'hui. Et qui l'atteste? Les scientifiques qui font les mesures, et lorsque vous êtes un producteur, vous avez le label qui correspond aux indices de mesure que vous pouvez retrouver. Mais ça, qui l'atteste? C'est l'entreprise qui la mesure. C'est pour ça qu'on cherche des certificateurs publics qui attesteront. Personnellement, j'ai... Pardon? Oui, de mettre les choses... Vous avez une autre... Si vous avez une autre solution, on peut... Non, j'ai pas d'autre solution. J'essaie juste de savoir où je me situe. Si je crée mon label qui s'appelle... BZ, par exemple, vous allez me poser des questions. Quel est votre niveau d'exigence en termes d'environnement? Non, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, sur Internet, vous avez tous les seuils qui correspondent à des niveaux auxquels vous accédez avec ce critère, avec ce label, et qu'ensuite, ce label représente une façon de produire où la philosophie est de ne pas avoir de déchets. Où la philosophie est, lorsque je mets sur le marché... Comment? Je prenais un aspect particulier. Non, tout va bien. En fait. Je regarderai sur Internet. Oui, tout à fait. Monsieur a juste levé la main, puis... Deux questions juste sur le label, peut-être bien sûr. Un peu la question. Prenons un produit particulier. Est-ce que sur ce produit particulier, je peux avoir à la fois le label Cradle to Cradle et le label Max Havelaar? Bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Par exemple. Okay. Là, on est en cours de fabrication, par exemple, de vêtements qui auront GOTS et Cradle to Cradle. Oui, bien sûr. Et l'autre question que j'avais, c'est par rapport à cette classe Platinum Gold. Il existe qu'un seul label Cradle to Cradle. Oui. Comment sait-on que celui-là est Platinum, celui-là est Gold? Parce qu'en fait, là, je ne l'ai pas écrit là, je vais la voir sans doute. Oui, il y a marqué Gold en bas. Excusez-moi, c'était le slide suivant. Bonne question. Oui. Autrement dit,
quelqu'un qui a mené son travail jusqu'au niveau basique, c'est-à-dire le plus bas, qui a un travail, d'après ce que j'ai lu, grosso modo, principalement d'analyse et de connaissance du produit et pas plus, d'après ce que j'ai lu, peut avoir le logo Cradle to Cradle sur tous ses produits, avec écrit en dessous basique. Alors non, c'est pas tout à fait vrai, ça va plus loin que ça. Oui. D'abord, on a le label basique que sur le produit qui a été testé, ça c'est la première chose. Donc ça ne sera pas tous ces produits. Oui, donc sur les produits testés. Ensuite, très rarement vous connaissez l'ensemble des substances dans votre produit. Donc de toute façon, ce produit-là, on vous certifie qu'on connaît l'ensemble des substances et l'ensemble des interactions. Et pour obtenir le basique, on aura trouvé les premières substances les plus dangereuses qui auront été enlevées dès le départ. Les plus nocives auront été enlevées. Et ensuite, vous vous engagez à ce que sous 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et vous écrivez une roadmap pour ça, vous indiquez les étapes suivantes. Parce que nous, les étapes suivantes, on les connaît déjà. Et on sait ce qui doit être changé et à combien de temps. Mais c'est là qu'interviennent les finances, c'est là qu'intervient le coût. Si une entreprise ne peut pas récupérer tous ces produits ou changer tout de suite, par exemple la moquette d'Esso, lorsqu'ils ont commencé à cradéliser leur moquette, ils ne pouvaient pas changer l'ensemble de leur production. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé quelle était la substance qu'ils devaient enlever en premier, et petit à petit, au fur et à mesure qu'ils ont récupéré, ils ont la moquette de leurs clients, ils ont amélioré leur processus et changé les substances. À un moment donné, on le voit, le directeur commercial qui dit on a investi de l'argent, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer à produire quelque chose d'aussi nocif. Donc le PDG a dit je change tout. Le résultat, c'est qu'ils vendent beaucoup plus de moquettes que les autres, parce qu'ils ont eu l'excellente bonne idée de ne pas augmenter le coût de vente. Donc c'est un risque qu'ils ont pris pour eux. Ils n'ont pas changé le coût de vente de leur moquette. Donc du coup, lorsqu'une entreprise achète sa moquette, elle se retrouve avec un produit qui est non toxique et qui n'émet pas de toxique pour les collaborateurs dans les entreprises lorsqu'ils travaillent avec cette moquette, par exemple. Donc là, l'idée, c'est de dire quoi? Effectivement, si je suis basique, je connais tous mes produits, je connais toutes les interactions, et j'ai déjà prévu une roadmap à 2 ans, 5 ans, 10 ans, de comment je vais faire en sorte qu'elles deviennent 100%, si possible, réutilisables, recyclables à l'infini ou biodégradables. On ne le fera jamais en un an, ce n'est pas possible, sauf si vous partez de zéro et qu'un nouveau produit, là, je vais les concevoir comme ça. Donc justement, une fois qu'on a obtenu le certificat, quel que soit son niveau, on le repasse tous les ans. On le repasse tous les ans? Oui. Okay. Alors pourquoi? Toujours ça justifiait la ligne de départ de pourquoi il y a de l'évolution, c'est que l'état de l'art s'améliore tous les ans. C'est que tous les ans vous avez des nouvelles technologies qui vous permettent d'améliorer votre produit. Donc un produit ne peut pas rester statique, il doit suivre l'évolution et permettre aux clients qui achètent ce produit d'être certains qu'il a toujours été remis en question. Est-ce que le consommateur peut avoir information complète sur l'analyse qu'a été faite du produit? Oui, vous les avez sur Internet. On peut imaginer, je ne sais pas, un QRT ou quelque chose sur le produit lui-même pour que... Alors je pense qu'il est possible d'avoir toutes les informations, sauf ce qui est procédé secret de fabrication. Ensuite, chaque entreprise va décider de ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire quelle transparence elle veut donner à ces informations. Mais très souvent, quand même, ce qu'on voit sur le marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si je montre de trop, je vais devoir me justifier sur ce qui n'est pas encore fait. Et ça, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau marketing, les personnes ne veulent pas gérer. Moi, personnellement, je pense que c'est bien carrément authentique, parce que là, les clients, de toute façon, l'entendent. Et s'ils le comparent avec d'autres, ils se rendent compte que finalement, c'est la meilleure solution. Là, pour l'instant, les entreprises ne prennent pas cette décision. Oui. Une autre question, monsieur. Le coût moyen d'une labellisation aujourd'hui, c'est quoi? Pardon? Le coût moyen d'une labellisation. Alors, le coût moyen d'une labellisation, ça se passe par substance. Il faut à peu près une journée de test et de recherche pour une substance. Donc, le coût moyen que je vais vous donner, on doit être à peu près à 500 € par substance. La fourchette, après, ça dépend de quel produit vous parlez, puisqu'on parle des substances. 500 €, pourquoi? C'est 500 €, j'étais dans les achats avant, 500 €, c'est le coût moyen, peu cher finalement, d'un scientifique dans sa journée au laboratoire. Et on sait qu'il faut une journée homme pour faire une substance. Ensuite, tout dépendra du nombre de substances que vous avez dans votre produit, ça c'est la première chose. Et puis il y a une deuxième chose aussi, un autre élément. Qu'est-ce qui va faire augmenter le prix de la prestation? C'est que si vous devez faire de l'innovation, on a parlé d'innovation tout à l'heure. Lorsqu'on vous dit on va fermer une boucle, vous regardez votre produit et elle est loin d'être fermée la boucle. Il faut réfléchir.
il faut innover, il faut peut-être changer des fonctions. Là, on n'en a pas parlé, le petit film que je vais vous passer, là, de 2-3 minutes, est intéressant. Il parle de la question de l'innovation, d'esthétique, de fonctionnalité et de qualité. Donc peut-être que je vais faire de l'innovation. Si je n'ai pas de R&D en interne, ben, je vais la sous-traiter peut-être à l'équipe de PEA, ben, le coût sera différent. Si j'ai la R&D en interne, je vais suivre les conseils, la perspective que le laboratoire PEA m'aura donné, que les scientifiques m'auront donné, que Michael Brangart pourrait éventuellement m'avoir donné. Et donc dans ces cas-là, le coût sera forcément différent. Donc c'est pour ça que je ne vous donne pas d'autres coûts que celui-là, si ce n'est que bah, ce sont des journées hommes, on regarde le nombre de substances qu'on a et après on fait de la R&D. Quel est le nombre moyen de substances qui est testé en général? Je ne peux pas vous donner ce chiffre-là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, il y a 300 nouveaux produits qui arrivent sur le marché tous les ans. Le nombre moyen de substances, je ne peux pas vous donner ce chiffre, je ne le connais pas. Dans la moquette. Je ne sais pas. Pour un plastique de base, XNCO qui a testé... Dans le t-shirt... C'est beaucoup trop compliqué à vous répondre, tout simplement parce qu'on ne connaît aucun des additifs. Non, mais c'est 10 ou c'est 100 ou c'est 1000 200... Ça dépend du... Bah, pour le t-shirt, on va dire qu'on a à peu près la dizaine. Il y a le tissu, il y a le fil et il y a l'étiquette. Oui, il y a des substances après différentes qui sont utilisées. Alors, ce qu'on appelle substance, les c'est pas additifs. matière. D'accord, j'avais compris substance les additifs. En synonyme de matière, mais ce n'est les pas... additifs, les cols, les solvants, les couleurs. Chaque couleur est une substance. Donc ça peut faire plus. On doit être dans l'ordre de 10 pour un t-shirt, peut-être un peu moins. La moquette, c'est plus compliqué. Si on commence à s'intéresser à des objets qui sont plus compliqués, avec des interactions des additifs, des solvants, des cols. Par exemple, le bois, c'est intéressant. On a trouvé maintenant une colle qui permette de certifier quand même les pièces assemblées en bois parce que la colle est non toxique et ininflammable et permet quand même au bois d'être réutilisé des spécificités particulières. Voilà. Je ne peux pas vous donner plus de réponses que le t-shirt, peut-être il y en a 10. Je réfléchis. Un sol certifié récemment, il y en avait à peu près 20, 22 à cause des additifs, le fait que ce soit plus souple, on devait être à 20, 22. Et vous avez la capacité de tester combien de substances différentes? La capacité? C'est-à-dire le nombre dans le catalogue que vous avez, par exemple, combien de substances proposez-vous pour les... J'ai pas posé cette question. Il y a 40 scientifiques pour l'instant qui travaillent ensemble autour de Michael à Hambourg. Je sais que la base de données des substances de remplacement doit être de l'ordre de 20 000. Mais on parle depuis 1990, 90-93. Oui. Enfin, c'est toujours pour tourner autour de la question de toxicité. Je pensais par exemple à des produits comme des phtalates ou des bisphénols qui ne sont pas forcément peut-être cancérigènes, d'accord, mais qui ont peut-être hormonomimétiques, qui vont avoir... Tout est regardé, tout est enlevé. Ce genre de choses est aussi... Première chose qu'on enlève. C'est pas forcément un jour, alors donc ça va être des expériences chez l'animal sur plusieurs Oui, puis surtout, il y a quand même toute une base scientifique qui est connue, des interactions et de la nocivité des produits qu'on utilise. Donc effectivement, tout ce qui est anti-moine, c'est énorme. Oui, tout ce qui est anti-moine, tous ces produits qui sont utilisés, vous avez raison d'en parler. Il y a un fabricant de polaires connu qui recycle ses polaires ou qui fait des polaires à partir de bouteilles d'eau. Le toxique, lui, n'est pas enlevé. Donc c'est vrai que d'un point de vue matière, on se dit tiens, on perd pas la matière, c'est intéressant. Je recycle les bouteilles en polaire. Idée géniale. Si on n'enlève pas les produits dangereux dans les bouteilles, votre polaire, elle est toxique. Donc ça, par exemple, ce type de polaire n'aurait pas le label Cradle si, précautionneusement en avant, on n'a pas enlevé, par exemple, ce qu'il y a dans la bouteille en plastique. La question, c'est est-ce qu'on peut enlever tous les produits toxiques? Est-ce qu'on peut juste même, à partir d'un produit qu'on récupère, enlever la substance toxique? Est-ce qu'on peut la dissocier? Alors, on peut les dissocier, oui. Par contre, le sujet va être est-ce que la substance de remplacement existe? Donc, si la substance de remplacement n'existe pas et qu'on connaît la nocivité du produit, de la substance, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'utilisation du produit et on va s'assurer qu'on reboucle la boucle et qu'on le récupère bien dans des conditions très précises. Donc, ce qui va être le sujet, ça ne va pas être comment je désassemble, puisque la façon dont on va éco-concevoir le désassemblage sera prévu à l'avance. Le sujet va être est-ce que la matière de remplacement existe, ou alors, comme je disais tout à l'heure pour le collant, si le collant doit être noir et brillant, on n'a pas réussi à recycler un collant noir brillant, on n'a pas réussi à séparer les matières, donc du coup, on ne sort pas le produit.
parce que le fabricant ne veut pas qu'il soit mat et noir. Mais on aurait pu avoir un label mat et noir. Si je comprends bien, oui. Lorsque vous dites que vous enlevez une substance, c'est plutôt qu'elle est enlevée avant la fabrication, dans la conception. Exact. Vous ne pouvez pas l'enlever après lors du recyclage. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure on améliore le produit après chaque passage, voir on travaille dès le départ à enlever le plus de substances possible pour lorsqu'elle arrive sur le marché, elle soit le moins néfaste possible pour la santé et l'environnement. Et ensuite, lorsqu'on les récupère, au fur et à mesure de l'état de l'art, l'amélioration, les nouvelles techniques, les substances de remplacement, comme le label est valable une année, on va améliorer le procédé en permanence. Donc on va enlever, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de progressivité aussi, ça répond aussi à ce critère. Et si demain matin on veut éco-concevoir directement un produit qui répond à un besoin avec un label platine, on peut. Tout existe. Le sujet, c'est que très souvent, ce sont des entreprises polluantes qui disent « venez nous aider ». Donc on part avec ce qu'il y a, avec le besoin auquel ça répond, avec la durée de vie, avec ce que veulent les clients. Et à partir de là, on va dire bah, attention, ça c'est néfaste, ça on n'en veut pas, ça vous n'aurez jamais votre label, je vous dis non. C'est un premier cas. Deuxième cas, ok, mais j'accepte si. Et là, on va dire vous enlevez ça, ça, ça et ça. On vous l'enlève, on fait des tests, on fait des prototypes, on regarde que ça fonctionne, et si tout fonctionne normalement avec de nouvelles substances, on part. Finalement, dans l'exemple du polaire que vous avez donné, lui, il ne peut absolument rien faire. Il faut absolument qu'il contacte la compagnie chez laquelle il achète des bouteilles recyclées pour qu'elle change sa forme de plat. Bah, ça serait ce qu'il y a de plus logique, mais en l'occurrence, là, sur les phtalates, je pense qu'ils sont dans les bouteilles. Un petit mot oui, dans les phtalates. Parce que du coup, j'avais un doute. Ces produits-là, par exemple, peuvent être soit dans la bouteille, mais ils peuvent être enlevés, les bouteilles. On peut les enlever. Souvent, les produits toxiques peuvent être enlevés. Il y a oui, tout à fait, il y a un processus de séparation. Mademoiselle qui pose une question. J'ai une question, en fait, on voit dans ce que vous nous avez présenté que c'est surtout de grandes entreprises qui s'intéressent au cradle to cradle. Vous, est-ce que vous travaillez aussi avec des PME? Est-ce qu'il y a une demande au niveau des plus petites entreprises? On travaille plus avec les petites entreprises qui ne vont pas forcément jusqu'au label, parce qu'en fait, le label, ça couronne à la fin une production, mais des entreprises peuvent avoir envie de faire partie de la solution sans forcément vouloir aller jusqu'à label, et donc dans ces cas-là, vont utiliser les services des scientifiques pour arrêter de polluer déjà. Et puis peut-être que plus tard, ils se disent, bah, on ira jusqu'au label, mais pour l'instant, ce n'est pas possible, par exemple, dans nos moyens financiers de le faire. Et donc ils vont commencer à nous demander des idées, la façon dont on peut améliorer leurs produits, même s'ils laissent bas des no good, on essaye de leur faire changer de perspective, ils décident de faire partie de la solution, et là ils vont commencer à rentrer dans la démarche, et puis on dit, bah, là, ok, ça sera dans 2 ans le label, ça sera peut-être dans 3 ans. On a beaucoup de demandes de petites entreprises. Ouais. Il y a aussi le problème de la massification, comment je récupère ma matière. Donc lorsque des petites entreprises se mettent ensemble, nous, on doit travailler à faire des communautés pour pouvoir récupérer des matières suffisantes, une massification, pour que ça vaille la peine de mettre en route cette démarche. C'est presque ce côté-là qui est le plus long à mettre en place. Et juste, comment vous faites pour communiquer? Parce que c'est vrai que le cradle to cradle, surtout en France, aujourd'hui, c'est pas connu par le grand public, non. Très peu connu. On donne des conférences, mais on fait beaucoup d'articles dans les magazines, on a beaucoup d'articles, c'est passé aussi à la télévision. Et du coup, c'est pas non plus les entreprises aujourd'hui qui valorisent le cradle. Enfin, elles ont des projets de recherche pour obtenir les certifications, mais par exemple, quand on achète une cafetière CNCO, on ne l'achète pas parce qu'elle est cradle to cradle. Ça va être un plus, mais c'est pas encore aujourd'hui quelque chose que... Alors par contre, le marché de la moquette, par exemple, lui je veux pas parce qu'il est facile, celui-là, ou de mobilier de bureau, celui de la moquette particulièrement, les grandes entreprises qui veulent changer leur moquette, maintenant me demandent, parce qu'ils le savent, ils le connaissent, et pour leur rapport extra-financier, c'est vraiment intéressant. On s'attaque, nous, plus à des entreprises